Un milliardaire découvre une fillette dormant au milieu des ordures. En entendant son histoire, il tombe à genoux, en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Damon Aosta ajusta son écharpe en cachemire en sortant de Lumière, le restaurant le plus sélect du centre-ville. Le repas avait été excellent, comme toujours, mais la compagnie des investisseurs étrangers au rire forcé, où elle avait laissé mentalement épuisé. Était ainsi que fonctionnaient les affaires à son niveau, des dîners interminables avec des gens feignants de S appréciés mutuellement. Un message de son chauffeur personnel clignota sur l'écran de son téléphone. Un embouteillage imprévu le retarderait de 15 minutes. Damon remit le téléphone dans la poche de son pardessus et décida de marcher un peu. L'air froid de la nuit semblait plus attrayant que des attendre dans le hall du restaurant, où il serait presque certainement abordé par des connaissances. Les lumières vives de l'avenue principale cédèrent bientôt la place à des rues plus étroites et sombres. À 32 ans, à la tête d'un empire financier dont la fortune était estimée en milliards, Damon portait encore en lui les instincts de son enfance difficile. Il savait quelle ruelle éviter, où ne pas croiser le regard, comment paraître inaccessible. Un vent mordant souffla dans la rue, le faisant presser le pas. C'est alors qu'il la vit. Presque par accident, une petite silhouette parmi des sacs poubelles noirs entassés contre le mur d'un immeuble commercial. Au début, il pensa qu'il pouvait agir d'un animal, peut-être un chien errant cherchant un abri contre le froid. Quelque chose le fit s'arrêter. Un détail qui clochait. Une mèche de cheveux sombres visible entre les sacs. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il en approchant prudemment. Était une enfant, une fillette. Elle ne paraissait pas avoir plus de 6 ans, recroquevillée entre les sacs poubelles, utilisant un d'eux comme oreiller de fortune. Elle portait un sweatshirt trop grand, sale et déchiré. Ses baskets étaient lacées avec des bouts de ficelle dépareillés, complètement usés. Serrée contre sa poitrine, elle tenait un ours en peluche roussi, auquel il manquait un œil et qui portait des marques de brûlure évidentes. Damon se figea sur place. Chaque jour, il voyait des sans-abri. Il avait appris, comme tout le monde dans sa classe sociale, à ne pas les regarder directement, à donner de l'argent à des œuvres caritatives qui s'occupaient de ses problèmes, puis à passer son chemin, la conscience tranquille. Mais elle était là, réelle, immédiate, sans filtre. Et, appela-t-il doucement. « Bonjour ?» Les yeux de la fillette s'ouvrirent, non pas en sursaut, mais avec une lenteur résignée. Des yeux marron foncé fixèrent Damon avec une expression qui le troubla profondément. Ce n'était pas un regard de peur ou d'espoir. Était simplement une reconnaissance de sa présence, comme elle aurait pu reconnaître la pluie ou le vent. Un regard qui acceptait la douleur comme une partie normale de la vie. « Ça va ?» demanda-t-il, réalisant l'absurdité de la question au moment où il la formulait. « Où sont tes parents ?» La fillette se redressa lentement, serrant toujours son ours en peluche. Ses yeux errèrent dans la ruelle avant de revenir vers Damon. « Ils sont morts ?» répondit-elle d'une voix claire, étonnamment stable. Dans incendie. Damon sentit une oppression dans sa poitrine. Un incendie, quand est-ce arrivé? Il y a 3 pleines lunes, répondit-elle en désignant le ciel. 3 pleines lunes. Environ 3 mois, seul dans les rues. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Demanda Damon, accroupissant à sa hauteur tout en gardant une distance respectueuse. La fillette caressa l'ours en peluche roussie. On vivait dans une petite maison en bordure de la ville. Sa voix était monocorde, comme si elle récitait une histoire qui n'était pas la sienne. Dans le quartier pauvre, près de la vieille usine, marqua-t-elle une pause. Le feu a commencé la nuit. Je dormais. Papa a tiré du lit, a donné Monsieur Pao et a dit de courir dans le jardin. Maman criait dans la cuisine. Ses petits doigts lissèrent à plusieurs reprises l'oreille roussie de l'ours. Papa a dit qu'il allait chercher maman. J'y ai attendu sous le grand arbre, comme on était entraîné, mais le feu est devenu trop grand. Personne n'est sorti. Damon sentit les larmes lui monter aux yeux. « Comment as-tu vécu depuis ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Dans la rue » répondit-elle simplement. « Je mange ce que je trouve. Des restes. Parfois, les gens de ce restaurant, là-bas, me laissent un sandwich. » Quelque chose se brisa en Damon. Les mots de l'enfant le frappèrent avec une force qu'aucune négociation à $1 milliard, aucune crise financière n'avait jamais réussi à atteindre. Des larmes coulèrent sur son visage, irrépressibles et incontrôlables.
Ses genoux cédèrent et il se retrouva agenouillé sur le sol sale de la ruelle, pleurant devant une petite fille qui semblait accepter son sort avec une résignation que aucun enfant ne devrait jamais connaître. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il entre deux sanglots, essayant de reprendre contenance. « Ellie » répondit-elle, caressant toujours l'ours en peluche. « Et lui, c'est Monsieur Pao. » Damon déglutit, essayant de ravaler la boule qu'il avait dans la gorge. « As-tu faim, Ellie » Elle ne répondit pas, mais son estomac gargouilla bruyamment. Elle serra plus fort l'ours, comme si elle était gênée. Le téléphone de Damon vibra, son chauffeur informait qu'il était arrivé au lieu convenu. Damon regarda la fillette, la nuit froide, l'état des ordures. La décision ne nécessita aucune réflexion. « Ellie, dit-il doucement. J'ai une grande maison, avec de la nourriture chaude et un endroit confortable pour dormir. Voudriez-vous, toi et Monsieur Pao, venir avec moi, juste pour cette nuit, si tu préfères ?» La fillette, observa un long moment, comme si elle pouvait lire ses intentions. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement. La question prit Damon au dépourvu. Elle était directe, honnête et d'une maturité déconcertante. « Parce que » commença-t-il, ne sachant comment répondre. « Parce que personne ne devrait avoir à dormir dans la rue. Surtout pas un enfant. » Ellie continua de l'observer, comme si elle traitait l'information. « Monsieur Pao peut venir aussi » demanda-t-elle, sa voix montrant enfin une trace d'enfantillage. « Bien sûr qu'il peut » répondit Damon, sentant de nouvelles larmes affluer. Ellie se leva lentement. Elle ramassa un petit sac à dos déchiré sous les sacs poubelles, contenant apparemment tout ce qu'elle possédait au monde, et tendit 3 petits doigts à Damon. « D'accord » dit-elle simplement. Le chauffeur garda une expression neutre lorsque Damon apparut avec une enfant sale et déguenillée, mais ses yeux dans le rétroviseur trahirent sa surprise. Il était grassement payé pour sa discrétion. « À la maison, monsieur » demanda-t-il en ouvrant la portière de la limousine. « Oui » répondit Damon, aidant Ellie à monter. La fillette regarda l'intérieur luxueux de la voiture, ses yeux écarquillèrent légèrement, la première réaction véritablement enfantine qu'elle avait montrée. « On dirait un vaisseau spatial » murmura-t-elle à l'ours en lui passant la main sur les sièges en cuir lisse. Pendant le trajet, Ellie resta silencieuse, fixant les lumières de la ville à travers la vitre. Damon, quant à lui, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il avait l'impression de voir véritablement un autre être humain pour la première fois depuis des années. L'immeuble où il vivait occupait un pâté de maisons entier dans le quartier le plus huppé de la ville. Le Pantouz en duplex offrait une vue à 360 degrés. Le portier, agent de sécurité et le liftier saluèrent Damon avec leur déférence habituelle, évitant diplomatiquement de regarder directement sa petite compagne. Lorsque les portes de l'ascenseur privé ouvrirent directement sur le hall de l'appartement, Ellie parla enfin, « Vous habitez dans le ciel ». Damon sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un serrement doux et douloureux à la fois. « Non » répondit-il doucement, « juste très haut. » L'appartement de près de 750 mètres carrés, avec son décor minimaliste et ses œuvres d'art inestimables, avait toujours été une source de fierté pour Damon. Maintenant, en le voyant à travers les yeux de cette petite fille, il semblait froid et artificiel. « Tu dois avoir faim » dit-il, guidant Ellie vers la cuisine qu'il utilisait rarement. Il ouvrit le réfrigérateur, embarrassé de ne pas savoir quoi lui offrir. Il y avait du champagne, du caviar, des fromages importés, mais rien qui semblât convenir à un enfant. « Que est-ce que tu aimes manger » demanda-t-il. Ellie haussa les épaules. « N'importe quoi » répondit-elle. « Je ne suis pas difficile. » Ces simples mots frappèrent Damon comme une nouvelle blessure. Une si petite enfant n'aurait pas dû apprendre à ne pas être difficile en matière de nourriture. Il trouva des pâtes, de la sauce tomate et du fromage râpé, il n'avait jamais cuisiné de sa vie. Mais quelle difficulté cela pouvait-il présenter? Pendant que l'eau bouillait, il appela son assistante, Sophia. « Annulez tous mes rendez-vous pour demain », dit-il à voix basse, observant Ellie qui plaçait maintenant Monsieur Pao sur le comptoir comme il était assis. « Tous ? Mais il y a la réunion du conseil et les investisseurs japonais. Aucune exception. Et j'ai besoin que vous achetiez des choses pour un enfant, une fillette d'environ 6 ans, vêtements, chaussures, jouets, le nécessaire. » Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. « Un enfant » demanda finalement Sophia. « Oui, et j'ai besoin de tout pour demain matin, le plus tôt possible. »« Damon, avez-vous une fille ?» Il regarda Ellie,
qui parlait maintenant doucement à elle, ours en peluche roussi. Non, répondit-il. Pas encore. Étonnamment, les pâtes se révélèrent mangeables. Ellie mangea lentement, prenant de petites bouchées prudentes, comme quelqu'un qui avait appris à faire durer la nourriture. Il y en a encore si tu veux, dit Damon. Ellie le regarda avec méfiance. Vraiment? Vraiment. Après le repas vint l'heure du bain. Damon lui montra la salle de bain des invités, plus grande que de nombreux appartements, et lui expliqua comment fonctionnait la douche. « Tu crois que tu peux te laver toute seule » demanda-t-il, incertain. Ellie hocha la tête. « Je me suis toujours débrouillée seule. » Encore une phrase que aucun enfant ne devrait jamais avoir à prononcer. L'eau coula longtemps. Quand Ellie émergea enfin, enveloppée dans un des t-shirts blancs de Damon qui lui allait comme une robe, elle était méconnaissable. Son visage propre révélait des traits délicats. Ses cheveux, maintenant visiblement bruns, tombaient en boucles humides sur ses épaules. Monsieur Pau avait l'air plus propre aussi. « Tu as lavé ton ours » demanda Damon, surpris. « Il était sale » répondit-elle simplement. « On prend nos bains ensemble. » Damon la conduisit à la chambre des amis. Il prépara le lit king size, se sentant étrangement maladroit. « Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est là-bas. Tu vois la porte au bout du couloir ?» Ellie hocha la tête, grimpant sur le lit avec quelques difficultés. Elle installa soigneusement Monsieur Pau à côté d'elle. « Bonne nuit, Ellie » dit Damon en se dirigeant vers la porte. « Bonne nuit » répondit-elle, les yeux déjà lourds. « Merci pour les pâtes. » Damon resta dans l'embrasure de la porte longtemps après que Ellie se fut endormie. En observant cette petite silhouette perdue dans le vaste lit, ses doigts agrippant toujours l'ours en peluche, même dans son sommeil, quelque chose avait changé. Quelque chose de fondamental. L'appartement était toujours le même. Les meubles coûteux, la vue spectaculaire, le silence artificiel garanti par des fenêtres insonorisées, tout était inchangé. Mais Damon était plus le même. Pour la première fois de sa vie d'adulte, peut-être la première fois depuis sa propre enfance, il ne ressentait pas l'agacement passager d'une affaire ratée, ni la satisfaction fugace d'un succès matériel, ni le plaisir superficiel d'une compagnie éphémère. C'était quelque chose de plus profond, de plus authentique, quelque chose qu'il ne savait nommer mais qu'il reconnaissait instinctivement comme essentiel. Il se souvint du garçon qu'il avait été, avant l'argent, avant le pouvoir, avant d'apprendre à blinder son cœur et à transformer les relations en transactions. Ce garçon-là se serait arrêté pour aider Ellie sans hésitation. Assis dans le couloir, Damon pleura de nouveau, non pas pour ce que Ellie avait perdu, mais pour ce que lui-même avait oublié. Et tandis que le soleil commençait à se lever sur la ville, il fit une promesse silencieuse à la fillette endormie à l'intérieur et au garçon qu'il avait été autrefois. Ce ne serait que la première de nombreuses nuits où Ellie dormirait en sécurité. Il ne la laisserait pas retourner dans la rue, quoi qu'il en coûte. Pour la première fois de sa vie, Damon savait avec une clarté effrayante exactement ce qu'il voulait. Et ce n'était pas plus d'argent, plus de pouvoir ou plus de reconnaissance. Il voulait juste être le genre de personne dont cette petite fille avait besoin qu'il soit. Le soleil illumina le couloir, baignant Damon de sa lumière dorée. La maison était toujours la même, mais lui, très certainement, ne l'était plus. Le silence du petit matin fut rompu par un son rauque et sec. Damon se réveilla immédiatement, les sens en alerte. Un instant, il fut désorienté dans l'obscurité de sa propre chambre, ne sachant pas ce qui avait troublé son sommeil. Puis il entendit de nouveau. Une toux, petite, étouffée, comme si la personne qui toussait essayait d'assourdir le son. Ellie. Damon sauta du lit, sans se soucier de ses chaussons ou d'une robe de chambre par-dessus son pyjama en soie. Il se précipita dans le couloir, guidé seulement par la faible lumière de secours près de l'ascenseur privé. La porte de la chambre des amis était légèrement entr'ouverte, telle qu'il avait laissée quelques heures auparavant. Il la poussa doucement. « Ellie ?» Une autre toux suivit, accompagnée d'un léger gémissement. Damon alluma la lampe la plus éloignée du lit, laissant une douce lueur illuminer la pièce sans éblouir directement. La fillette était assise dans l'immense lit, serrant Monsieur Pau, les yeux brillants et le visage rouge. Même dans la pénombre, Damon pouvait voir des perles de sueur sur son petit front. « J'ai mal à la gorge » dit-elle, la voix rauque. Damon approcha et posa avec hésitation le dos de sa main contre son front. « C'était chaud. Très chaud. Tu as de la fièvre. »
constata-t-il, sentant une vague de panique qu'il ne se souvenait pas avoir éprouvée auparavant, du moins pas à ce niveau. Tu te sens malade depuis longtemps? Ellie haussa les épaules, un geste que Damon commençait à reconnaître comme sa réponse standard à de nombreuses questions. C'est « et pire la nuit », dit-elle simplement, ce qui signifiait que ce n'était pas la première fois. Elle se sentait probablement malade depuis des jours, peut-être des semaines, dormant avec de la fièvre dans les rues froides. Une autre quinte de tout secoua son corps fragile, cette fois plus intense, la laissant haletante. Quand elle reprit enfin son souffle, Ellie regarda Damon avec des yeux effrayés. La première fois qu'elle montrait une peur authentique depuis qu'il l'avait trouvée. « Ça fait mal de respirer », avoua-t-elle. Était tout ce que Damon avait besoin d'y entendre. Il ne vérifia pas l'heure ni ne s'inquiéta de l'heure tardive. Il agit simplement. « Nous allons à l'hôpital, tout de suite. » Ellie serra Monsieur Pau plus fort. « Je n'aime pas les hôpitaux », marmonna-t-elle d'une petite voix. « Je sais, » répondit Damon, bien qu'il n'ait aucun moyen réel de le savoir. « Mais ils vont t'aider à te sentir mieux, et je serai avec toi tout le temps. Je te le promets. » Il attrapa la couverture la plus proche et enveloppa Ellie dedans, créant un cocon protecteur autour des ailes et de l'ours roussi. Sans une seconde de réflexion, il la souleva dans ses bras. Elle était si légère, douloureusement légère. Il était déjà dans le couloir, se dirigeant vers l'ascenseur, quand il réalisa qu'il était toujours en pyjama, pieds nus. Cela n'avait pas d'importance. Rien n'importait, sauf obtenir de l'aide médicale pour Ellie. L'ascenseur privé ouvrit directement sur le garage souterrain. Les yeux de l'agent de sécurité de nuit écarquillèrent à la vue du milliardaire pieds nus, portant un enfant enveloppé dans une couverture. « Monsieur Aosta, tout va bien? Ma voiture, maintenant ?» L'agent réagit immédiatement, ouvrant la portière du Range Rover noir garé sur la place réservée. Damon installa Ellie soigneusement sur la banquette arrière, assurant que la ceinture de sécurité la protégeait sans trop la serrer. « Quel est l'hôpital le plus proche ?» demanda-t-il en prenant lui-même le volant. « Dites-moi. »« Le régional médical, monsieur. » 3 pâtés de maison à droite, puis... Damon accélérait déjà sur la rampe de sortie, ne se souciant pas du reste des indications. Il trouverait le chemin. Il le faisait toujours. Les rues étaient presque désertes à cette heure-ci, alors ils arrivèrent aux urgences en moins de 10 minutes. Damon se gara à la hâte près de l'entrée, indifférent aux éventuelles contraventions, portant Ellie à l'intérieur, il se dirigea directement vers le bureau de triage. « Ma !» Il hésita une fraction de seconde. « Cette petite fille a besoin de soins immédiats. Elle a une forte fièvre et des difficultés à respirer. » L'infirmière de service leva les yeux de son écran des ordinateurs, évaluant la scène inhabituelle. Un homme pieds nus en pyjama portant un enfant visiblement fiévreux enveloppé dans une couverture en cachemire. Son regard professionnel reprit rapidement le dessus et elle décrocha le téléphone interne sans poser de questions inutiles. « Docteur Mendes au triage, s'il vous plaît. Patiente pédiatrique avec difficultés respiratoires. » En quelques secondes, une petite équipe approcha avec un brancard. Damon était réticent à laisser Ellie partir, mais il savait qu'il devait faire confiance aux professionnels. « Souviens-toi de ce que je t'ai promis, » murmura-t-il à la fillette. « Je reste avec toi tout le temps. » Ellie hocha faiblement la tête, serrant toujours Monsieur Pau alors qu'on la plaçait sur le brancard. Ses yeux ne quittèrent pas ceux de Damon. « Êtes-vous le père ?» demanda le médecin dirigeant l'équipe, dirigeant déjà le brancard vers une salle des examens. « Je suis responsable des répondit Damon en marchant à leur côté. Le médecin hocha légèrement la tête, acceptant pour l'instant cette non-réponse. Il y avait une patiente à soigner. Comment appelle-t-elle? Ellie. Âge? Environ 6 ans. Allergie connue? Damon sentit sa poitrine se serrer. Je ne sais pas. Le médecin étudia brièvement avant de tourner son attention vers Ellie, qui était maintenant connectée à un moniteur de signes vitaux par une infirmière. Ellie, ma puce, es-tu allergique à un médicament, à quelque chose qui te rend malade? La fillette secoua la tête, serrant l'ours contre sa poitrine. Antécédents médicaux? Maladies antérieures? Le médecin se tourna de nouveau vers Damon. Il ressentit la douleur de ne pas savoir. Il avait rencontré cet enfant moins de 24 heures auparavant. Je ne suis au courant de rien, admit-il. Mais elle était sans abri jusqu'à hier soir. L'expression du médecin changea subtilement,
un mélange de compréhension professionnelle et de cette compassion contrôlée que développent les bons médecins. Compris, dit-elle simplement, puis se tourna vers l'infirmière. Nous aurons besoin un bilan complet, NFS, CRP, électrolytes, glucose et une radiographie pulmonaire. L'heure suivante fut un tourbillon des activités. Damon resta aux côtés d'Ellie pendant chaque procédure, lui tenant la petite main tandis qu'elle observait avec méfiance les aiguilles, les masques et les machines. Lorsqu'on l'emmena pour une radiographie, elle fut autorisée à emmener M. Pau, à condition qu'il reste hors de la zone des expositions. Finalement, on les installa dans une petite salle des observations. Ellie respirait déjà mieux grâce à un nébuliseur et à des médicaments contre la fièvre. Elle était somnolente mais luttait contre le sommeil, comme si elle craignait que tout ne disparaisse si elle fermait les yeux. Le médecin revint, rejoint maintenant par un homme plus âgé qui se présenta comme le docteur Torres, le pédiatre de garde. Tous deux examinaient un dossier de résultats. Le docteur Torres regarda Damon d'un air interrogateur. « Monsieur Aosta » ? Damon Aosta. Une brève lueur de reconnaissance traversa le visage du médecin, rapidement remplacé par une neutralité professionnelle. « Monsieur Aosta, nous devons parler de l'état d'Ellie. Nous pouvons le faire ici. Ou préférez-vous un endroit plus privé ?» Damon jeta un coup d'œil à Ellie, qui luttait maintenant pour garder les yeux ouverts. « Ici, c'est bien. J ai promis de ne pas la quitter. » Le médecin hocha la tête, approuvant silencieusement la décision. Ellie a un début de pneumonie, probablement le résultat d'une infection virale non traitée qui est aggravée. Ce n'est pas encore grave, heureusement, mais cela aurait pu le devenir rapidement sans traitement. Il marqua une pause, laissant Damon absorber l'information. De plus, elle présente des signes de malnutrition modérée et de multiples carences en vitamines. Rien d'irréversible, mais préoccupant pour un enfant en phase cruciale de développement. Damon hocha la tête, chaque mot le frappant comme un coup. Même en sachant qu'elle avait vécu dans la rue, entendre l'impact clinique était dévastateur. Il y a aussi, le médecin hésita, baissant la voix, quelques signes des anciens traumatismes physiques, de petites fractures qui ont guéri sans soins médicaux appropriés, un orteil qui a été cassé et jamais soigné, quelques cicatrices. Damon ferma brièvement les yeux, luttant contre une vague de colère. Non pas contre le médecin, mais contre un monde où un enfant pouvait souffrir ainsi. La toxicologie est négative, ce qui est une bonne nouvelle, poursuivit le docteur Torres. Et malgré tout, ses fonctions rénales et hépatiques sont normales. Les enfants peuvent être incroyablement résilients. Ellie était finalement endormie, serrant toujours l'ours. Le masque à oxygène créait de petits nuages de condensation à chaque respiration. « Quel est le traitement ?» demanda Damon, gardant sa voix basse pour ne pas la réveiller. Des antibiotiques pour la pneumonie, des suppléments vitaminiques pour les carences nutritionnelles et beaucoup de repos. J aimerait la garder en observation au moins jusqu'à demain après-midi. Damon acquiesça d'un signe de tête. Monsieur Aosta, le médecin hésita, choisissant clairement ses mots. Dans des circonstances normales, avec un enfant vulnérable et aucun document de garde clair, nous serions tenus d'avertir immédiatement les services de protection de l'enfance. Damon sentit son corps se tendre, se préparant à la bataille qu'il savait inévitable mais qu'il avait espéré retarder jusqu'à ce qu'il ait un plan concret. Le médecin continua, cependant, je vois que vous avez un intérêt sincère pour son bien-être. Puis-je vous demander quelle est exactement votre relation avec Ellie ? Damon jeta un coup d'œil à la fillette endormie, au visage qui, même dans le sommeil, gardait une expression de quelqu'un qui avait vu bien trop de choses, bien trop tôt. Je l'ai trouvée hier soir, répondit-il honnêtement, dormant au milieu des sacs poubelles, serrant cet ours. Elle aime à parler de l'incendie qui a tué ses parents, de sa survie dans les rues. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Je ne pouvais pas la laisser là. Je ne pouvais tout simplement pas. Le médecin étudia longuement le visage de Damon. Quelles que soient ses réserves initiales, quelque chose dans l'expression de Damon sembla le rassurer. « Est-ce votre fille ?» demanda-t-il finalement, direct mais sans jugement. Damon regarda de nouveau Ellie, une réponse se forma dans son cœur avant qu'il ne puisse y réfléchir logiquement. « Pas encore » dit-il avec une certitude surprenante. « Mais elle est avec moi. » Les mots restèrent suspendus en l'air, chargés de sens, une déclaration, une promesse. Le docteur Torres hocha lentement la tête. « Je comprends. Eh bien, légalement, je devrais quand même déposer un rapport,
mais je noterai que Ellie est sous votre garde temporaire pendant que les démarches formelles sont entreprises. Il adressa un petit sourire à Damon. Cela devrait vous donner un peu de temps pour arranger la situation. Damon sentit une vague de gratitude. Merci, docteur. Prenez juste bien soin d'elle, répondit le médecin en se dirigeant vers la porte. Les enfants comme Ellie ont déjà vu le pire que le monde peut offrir. Il est temps qu'ils voient le meilleur. Le lendemain matin, Ellie se réveilla nettement mieux. Sa fièvre avait baissé et sa respiration, bien que encore un peu rauque, était plus facile. Damon, qui avait dormi sur une chaise près de son lit sans la quitter un instant, se redressa immédiatement. « Bonjour », dit-il avec un sourire fatigué. Ellie regarda autour d'elle, désorientée un instant avant de reconnaître Damon. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tu es vraiment resté, murmura-t-elle. « Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» répondit Damon, sentant une boule dans sa gorge. Comment quelque chose d'aussi simple que tenir une promesse pouvait-il signifier autant pour elle? Une infirmière entra avec un plateau de petit déjeuner, un petit bol de porridge, du pain grillé, de la confiture, un verre de jus d'orange et une tasse de thé au lait. Elle le posa sur la tablette du lit et ajusta le lit pour que Ellie puisse manger assise. « Régale-toi, princesse », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le nous savoir. » Damon la remercia, puis tourna son attention vers Ellie, qui fixait le plateau comme s'il contenait des trésors inestimables. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tout à toi », confirma Damon, elle aidant à positionner le plateau. « J'y irai me chercher un café à la cafétéria plus tard. » Ellie remuait déjà le porridge, le goûtant prudemment comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « C'est bon, constat, surprise. Ça a le goût de vrai lait. » Damon la regarda manger. Chaque petite bouchée soigneusement mâchée. Même affamée, elle mangeait avec une retenue que aucune fillette de 6 ans ne devrait jamais avoir besoin d'avoir. Pendant ce temps, elle, assistante de Damon, avait organisé la livraison de vêtements et des articles personnels pour eux deux. Un agent de sécurité de l'entreprise avait tout déposé à la réception de l'hôpital tôt ce matin-là. Au moins, Damon était maintenant correctement habillé et Anne était plus pieds nus. Ellie termina la moitié du porridge, une tranche entière de pain grillé et tout le jus avant de repousser le plateau. « Je ne peux pas manger plus », dit-elle en poussant doucement le plateau. « Mon estomac est trop petit. » Le commentaire, fait si naturellement, frappa Damon comme une balle. Son estomac était petit parce qu'elle était habituée à avoir bien trop peu pendant bien trop longtemps. « Ce n'est pas grave », la rassura-t-il en retirant le plateau. « Tu pourras manger plus quand tu auras de nouveau faim. » Ellie hocha la tête, se penchant en arrière contre les oreillers, serrant toujours Monsieur Pao. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais hésitait. « Que est-ce qu'il y a ?» demanda doucement Damon. Elle se mordit la lèvre, réfléchissant. « Je peux te dire quelque chose ?»« N'importe quoi », répondit Damon en se penchant plus près. Ellie fixa ses propres mains un instant avant de parler. « Il y avait des jours où je m'endormais le ventre vide, dit-elle avec cette franchise désarmante de l'enfance. Je dessinais des images dans ma tête pour oublier. » Damon sentit son cœur se serrer. « Dessiner dans ta tête ?» Elle hocha la tête. « Et quand tu fermes les yeux et que tu fais semblant de dessiner de jolies choses. » Je dessinais des fleurs, le soleil et une nouvelle maison. Elle marqua une pause, ses doigts caressant distraitement l'oreille roussie de l'ours. « Mais ce que je voulais vraiment, c'était aller à l'école, continua-t-elle, la voix douce mais claire. Pour apprendre tout mon nom. » Damon, qui venait de prendre sa tasse de café, sentit ses doigts la serrer si fort qu'il craignit qu'elle ne se brise. « Comment ça, tout ton nom ?» demanda-t-il une fois qu'il se sentit capable de parler à nouveau. Ellie hocha la tête. « Je sais seulement écrire Ellie. Maman avait commencé à apprendre, mais on n'a pas eu le temps de finir. » Ses yeux se levèrent pour rencontrer ceux de Damon. « Je m'appelle Eleanora, mais c'est difficile à écrire. » Eleanora, une petite fille au nom si élégant, dormant au milieu des ordures. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Damon, plus durs, plus réels, plus percutant que n'importe quel conseil qu'il avait jamais entendu dans des salles de conseil valant des milliards de dollars, plus significatif que n'importe quel discours de motivation coûtant des milliers de dollars. Une enfant qui dessinait dans sa tête pour oublier la faim, qui rêvait non pas de jouets ou de friandises, mais de quelque chose d'aussi fondamental que d'apprendre à écrire son propre nom. À cet instant,
Tout doute résiduel que Damon aurait pu nourrir est évanoui complètement. Hélène avait pas simplement décidé d'aider Ellie. Il avait décidé de reconstruire son monde, de lui donner tout ce qu'elle méritait, et il ne doutait pas qu'elle resterait pas seulement temporairement, pas seulement jusqu'à ce qu'une solution plus appropriée soit trouvée. Elle restait avec lui, en permanence, car maintenant il comprenait avec une clarté cristalline qu'il avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. Dans le calme de la chambre de l'hôpital, alors que Ellie se rendormait, en sécurité et sous médicaments, Damon fit un autre vœu silencieux. Eleanora, son nom complet, serait la première de nombreuses leçons, et il serait à ses côtés à chaque étape du chemin. Plus tard ce matin-là, le grand magasin fut ouvert exclusivement pour eux. Damon avait insisté, il ne voulait pas que Ellie soit exposée à la foule, ni transformer l'expérience en spectacle pour les badauds curieux qui pourraient reconnaître le milliardaire avec un enfant. Ellie, récemment sortie de l'hôpital, toussait encore occasionnellement. Son petit corps avait besoin de temps pour retrouver ses forces. Damon, pendant ce temps, jonglait entre des appels vidéo urgents et son dévouement indéfectible à la fillette qui avait changé son monde en quelques jours seulement. « Que est-ce que tu penses de ça ?» demanda-t-il en tenant une robe bleu marine avec de petites étoiles blanches brodées dessus. Ellie observa la pièce avec un intérêt prudent, touchant le tissu comme pour en tester la réalité. Ses doigts tracèrent les étoiles brodées avec une révérence silencieuse. Les 2 heures suivantes furent une découverte pour tous les deux. Damon n'avait jamais aidé un enfant à choisir des vêtements. Ellie n'avait jamais eu la chance d'essayer des vêtements neufs, encore moins de choisir ce qui lui plaisait vraiment. Au début, elle acceptait tout sans protester. Damon devait observer attentivement pour voir ce qui lui plaisait réellement, une étincelle supplémentaire dans ses yeux, un léger sourire, des doigts attardant sur un tissu particulier. « Nous ne sommes pas obligés de tout acheter, » dit-il doucement, réalisant à quel point leur pile des articles choisis avait grossi. « Seulement ce que tu aimes vraiment. » C'est alors que Ellie rassembla enfin le courage de parler. « Je peux choisir une chose que je veux vraiment, vraiment ?» « Bien sûr, » répondit Damon. « Que est-ce que c'est ?» Ellie désigna timidement une paire de baskets violettes avec de petites lumières qui clignotaient à chaque pas. « Elle brille, » expliqua-t-elle, comme si elle avait besoin de justifier son désir. Damon sentit une boule dans sa gorge. Une paire de baskets lumineuses. Si simple, si courant pour la plupart des enfants. Une joie élémentaire que Ellie n'avait jamais connue. « Nous achèterons tous les modèles qu'ils ont, » dit-il à la vendeuse, puis s'agenouilla pour aider Ellie à essayer la paire violette. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent lorsqu'elle fit ses premiers pas et vit les petites lumières clignoter. Un sourire, le premier vraiment spontané que Damon avait vu, illumina son visage. « Regarde, Monsieur Pau !» exclama-t-elle à l'ours en peluche qui restait son compagnon inséparable. « On brille !» Des vêtements et des chaussures, ils passèrent au rayon des jouets. Damon renvoya l'aide des vendeurs. Il voulait observer Ellie, voir ce qui attirait vraiment son attention, sans interférence. La fillette marchait lentement dans les allées, les yeux écarquillés. Elle s'arrêta devant une étagère de peluche. « Ils sont neufs », observa-t-elle avec une sagesse qui dépassait son âge. « Monsieur Pau est vieux, mais il connaît plus des histoires. » Damon sourit. « Monsieur Pau est spécial, mais peut-être qu'il aimerait des amis. » Ellie considéra l'idée sérieusement. Finalement, elle choisit un éléphant gris à expression douce. « Il a l'air gentil », expliqua-t-elle. « Il peut être ami avec Monsieur Pau. » Des peluches, ils passèrent au jeu et au puzzle. Ellie montra un intérêt particulier pour des blocs de construction colorés et une boîte de crayons de cire. « Tu aimes dessiner ?» demanda Damon. « Jamais fait pour de vrai, » répondit-elle. « Seulement dans ma tête. » Ces mots, que Ellie disait si naturellement, frappèrent durement Damon. Il se souvint de sa confession à l'hôpital, comment elle dessinait dans sa tête pour oublier sa faim. « Alors nous allons te prendre tout le matériel dont tu as besoin pour dessiner pour de vrai, » déclara-t-il, ajoutant des carnets de croquis, des crayons de couleur, de la peinture et des pinceaux au chariot déjà débordant. Dans la section des livres pour enfants, Ellie devint particulièrement silencieuse. Elle touchait les couvertures aux couleurs vives avec un soin respectueux. « Tu aimes les histoires ?» demanda Damon. Ellie hocha la tête. « Maman me lisait des histoires. Je ne sais pas encore lire toute seule. »« Je peux te lire des histoires ?» proposa Damon. « Jusqu'à ce que tu apprennes. » Pour la première fois, Ellie prit quelque chose sur l'étagère sans demander.
Un livre mettant en scène une fillette et un ours dans une aventure à travers une forêt sur la couverture. Il ressemble à Monsieur Pau, expliqua-t-elle en lui montrant l'illustration. Un livre à plusieurs, des blocs de construction aux jeux éducatifs et à des autres vêtements. La virée shopping devint un voyage de découverte. Le chariot fut remplacé par 2, puis 3, jusqu'à ce que les employés doivent commencer à emballer les articles dans de grands sacs. Sur le chemin du retour, Damon remarqua que Ellie gardait le visage près de la vitre de la voiture, observant les rues avec une attention particulière. « Que est-ce que tu regardes » demanda-t-il doucement. « Les gens, répondit-elle simplement. Tellement dorment dehors. Damon suivit son regard. En effet, quelques sans-abri étaient visibles sur ce tronçon de route, des gens qu'il avait probablement croisés des centaines de fois sans vraiment les remarquer. Oui, acquiesça-t-il, ne sachant quoi dire des autres. Cette dame-là, Ellie désigna une femme âgée assise sur un morceau de carton sur le trottoir. Elle me donnait une tranche de pain quand elle en avait. Damon sentit un pincement au cœur. La fillette reconnaissait les gens qu'elle avait rencontrés pendant ces mois dans la rue. Des gens qui, avec le peu qu'ils avaient fait preuve de gentillesse envers un enfant abandonné. Il ordonna au chauffeur de s'arrêter. Avant que Ellie ne puisse demander pourquoi, Damon sortit de la voiture et se dirigea vers la femme. Il lui parla brièvement, plaça quelque chose dans sa main et retourna au véhicule. « Que est-ce que tu lui as donné » demanda Ellie, curieuse. « Assez d'argent pour un endroit où loger pendant quelques semaines, répondit-il honnêtement, et ma carte pour qu'elle puisse me contacter si elle a besoin de plus d'aide. » Ellie hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. « Elle est gentille, affirma Ellie. Elle partageait toujours, même quand elle n'avait pas grand-chose. » Le reste du trajet fut ponctué des observations similaires. Ellie désignait discrètement des personnes spécifiques. Un homme âgé avec un chien maigre, une jeune mère mendiant avec un bébé dans les bras, un adolescent dormant dans une entrée des immeubles. Elle avait une histoire pour chacun. Le vieil homme avait une fois partagé une boîte de thon avec elle. La jeune mère la laissait s'asseoir à côté les jours de forte pluie, abritant sous le petit auvent un magasin. Elle, adolescent, lui avait montré les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture jetée encore comestible. Damon écoutait en silence, voyant sa ville, leur ville, à travers les yeux d'Ellie. Une ville de connexions invisibles parmi les oubliés, un réseau de solidarité parmi ceux que la société préférait ne pas voir. Quand ils arrivèrent à la maison, les paquets furent étalés dans le salon. Ellie, portant toujours ses baskets violettes lumineuses, regarda la montagne de sacs avec une expression entre l'émerveillement et la confusion. « C'est tout à moi ?»« Tout à toi », confirma Damon. Avec une prudence déchirante, la fillette commença à ouvrir les paquets. Au lieu de l'empressement auquel on s'attendrait d'un enfant face à tant de nouveaux jouets, elle examinait chaque article attentivement, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Peu à peu, les jouets commencèrent à occuper le grand tapis perçant du salon. Les blocs colorés se transformèrent en tours. Les peluches furent disposées en cercle comme une assemblée solennelle. Les livres furent empilés par taille. Damon, assis sur le canapé, observait avec un sourire. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait annulé autant de rendez-vous affilés, ni de la dernière fois qu'il avait passé autant de temps à la maison. Et étonnamment, l'adrénaline des réunions, des négociations et des réussites professionnelles ne lui manquait pas. Il était complètement absorbé par la transformation qui se déroulait là, sur son tapis importé. La transformation d'Ellie d'une enfant des rues en simplement une enfant. Soudain, il remarqua qu'elle observait. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, une question tacite. Ellie se leva, tenant une boîte de blocs de construction. Elle se dirigea vers lui, ses baskets clignotant à chaque pas, et lui tendit sa petite main. « Tu peux jouer aussi », dit-elle, sa voix une invitation sincère. Damon regarda cette main tendue, ce visage qui, pour la première fois depuis leur rencontre, paraissait vraiment enfantin dans son expression pleine d'espoir. Sans hésitation, il mit son téléphone de côté et glissa du canapé pour la rejoindre sur le tapis, s'agenouillant à côté d'elle. « Que est-ce qu'on va construire » demanda-t-il. « Une maison, » répondit Ellie, triant déjà les blocs par couleur. « Une très grande, pour nous tous. »« Nous tous, moi, toi, Monsieur Pau » expliqua-t-elle en disposant les blocs avec un sérieux adorable, et tous nos nouveaux amis. Damon se retrouva complètement immergé dans le jeu. Ils construisirent une maison des abords, puis une tour,
puis un pont, des structures qui n'avaient pas de nom mais qui faisaient sourire Ellie chaque fois que Damon ajoutait quelque chose d'inattendu. Sans s'en rendre compte, 1 heure passa. Puis 2. Le soleil de l'après-midi projetait des reflets colorés à travers les grandes fenêtres du Penthouse, peignant le tapis de taches de lumière qui semblait faire partie de leur jeu. Puis, alors qu'il regardait Ellie placer soigneusement un bloc bleu au sommet de leur création commune, Damon sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une chaleur et une expansion, comme si son cœur avait appris un nouveau rythme. Il réalisa avec une clarté cristalline qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel. Pas lors de grandes réussites professionnelles, pas lors des acquisitions à plusieurs millions de dollars, pas lors de nuits dans des complexes hôteliers exclusifs. Là, agenouillé sur un tapis, construisant un château de blocs colorés avec une petite fille que le destin avait mise sur son chemin, Damon comprit enfin que l'affection véritable réside dans les choses simples. Elle réside dans des baskets qui allument, dans des châteaux de blocs, dans des sourires timides, dans de petites mains qui vous invitent à jouer. Dans les jours qui suivirent le rétablissement complet d'Ellie, Damon décida qu'il était temps de la présenter au monde au-delà de son appartement. Une partie de lui redoutait ce moment, la collision entre la bulle protectrice qu'il avait créée pour elle et la réalité de la ville. Ils commencèrent par des promenades dans le parc. Ellie, des abords timides dans les espaces ouverts, découvrit bientôt la joie des balançoires et des toboggans. La voir jouer parmi des autres enfants, hésitante mais de plus en plus confiante, apportait à Damon une satisfaction qu'il ne pouvait nommer. C'est au retour d'une de ses sorties, en suivant un itinéraire différent à la demande d'Ellie, qu'ils traversèrent un quartier plus modeste de la ville. La fillette agrippa fermement à la main de Damon, le guidant comme si elle avait une destination précise en tête. Ils arrêtèrent devant un petit restaurant à allure simple. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir un homme d'âge moyen travailler dans la cuisine. « Monsieur Carlos » expliqua Ellie en le désignant. « Il me laissait des sandwichs à la fin de la journée. » Damon étudia le restaurant. Clairement une entreprise familiale luttant pour joindre les deux bouts. Le genre des endroits où il ne serait jamais allé, le genre de personnes qu'il n'aurait jamais rencontrées. « On entre » suggéra-t-il. Les yeux d'Ellie écarquillèrent. « On peut » ? Bien sûr. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'ils entrèrent. L'homme dans la cuisine leva les yeux par réflexe, continuant de hacher des légumes. Puis il arrêta, regardant de plus près. « Petite Ellie » exclama-t-il, incrédule. Ellie offrit un sourire timide, se cachant partiellement derrière les jambes de Damon. « Bonjour, monsieur Carlos. » L'homme déposa son couteau et approcha, un sourire sincère illuminant son visage fatigué. « Je croyais que tu étais parti. Ça fait des semaines que tu n'es pas passé. J'y étais inquiet. » Damon sentit une boule dans sa gorge. Cet étranger, cet homme qui joignait à peine les deux bouts avec son petit restaurant, était inquiété pour Ellie, avait remarqué son absence. « Elle est avec moi maintenant » intervint Damon en tendant la main. « Je suis Damon Aosta. » L'homme essuya les mains sur son tablier avant de serrer celle de Damon. « Carlos Mendes. Enchanté de vous rencontrer. » Au cours des 20 minutes suivantes, Damon écouta Carlos raconter comment il laissait toujours un sandwich emballé près de la benne à ordures derrière le restaurant, à un endroit précis où Ellie pouvait le trouver, comment parfois il incluait un fruit ou du chocolat, comment, les nuits de forte pluie, il faisait semblant de ne pas la voir dormir sous le petit espace couvert près de entrée-arrière. Avant de partir, Damon insista pour payer une année de déjeuner pour les enfants nécessiteux du quartier, des repas que Carlos fournissait déjà quand il le pouvait, mais qu'il pourrait désormais offrir quotidiennement sans nuire à son commerce. Ce ne fut que la première de nombreuses rencontres similaires. Dans les semaines qui suivirent, guidé par Ellie, Damon découvrit une ville qu'il n'avait jamais vraiment vue. La marchande de fruits qui laissait parfois tomber un fruit pour que Ellie puisse le ramasser. Le portier d'un immeuble commercial qui la laissait utiliser les toilettes du personnel. De petits actes de gentillesse, de simples gestes d'humanité, un réseau invisible de soutien qui avait maintenu Ellie en vie lorsque tous les systèmes officiels avaient abandonné. Et à chaque rencontre, à chaque histoire, Damon se sentait changé. C'était comme si des couches d'indifférence cultivées pendant des années de privilèges effritaient une à une. Les sans-abri qu'il avait l'habitude d'ignorer avaient maintenant des visages, des noms, des histoires. Les quartiers pauvres qu'il ne voyait autrefois que comme des statistiques dans des rapports étaient maintenant des communautés réelles, pleines de gens luttant, survivant, prenant soin les uns des autres. Un après-midi,
alors qu'ils rentraient d'une autre promenade révélatrice, ils passèrent devant un groupe de personnes dormant sous un pont. Ellie serra la main de Damon. « Elle est nouvelle », murmura Ellie en désignant une jeune femme recroquevillée dans un coin, à elle écart des autres. Elle n'était pas là avant. Damon regarda la femme. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Elle grelottait, bien qu'il ne fasse pas particulièrement froid. « Comment sais-tu qu'elle est nouvelle ?»« Elle a peur », expliqua Ellie avec cette perception aiguë des dynamiques de la rue. Hélène n'a pas encore appris. Autrefois, Damon serait passé son chemin, aurait pensé, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du gouvernement, ou des œuvres caritatives, ou de n'importe qui des autres que moi. Maintenant, il s'arrêta. Il regarda vraiment la femme et il pensa, cela aurait pu être Ellie. Dans un autre monde, dans des circonstances différentes, cela pourrait être Ellie, là, seule, grelottant. « Attends ici un moment », dit-il en approchant de la femme. La conversation fut brève. Elle était enceinte. Elle avait fui une relation abusive. Hélène avait nulle part où aller. En quelques appels téléphoniques, Damon lui assura une place dans un refuge spécialisé dans l'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Il organisa son transport, assura qu'elle reçoive des soins médicaux pour sa grossesse. Quand il retourna auprès d'Ellie, il la trouva observant calmement. « Tu as aidé », observa-t-elle, non pas comme une question mais comme une affirmation. « Oui », répondit Damon. « J'y ai essayé. » Ellie hocha la tête, satisfaite, puis reprit sa main alors qu'ils continuaient leur chemin. Sur le trajet du retour, Damon réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en lui. La ville, avec toutes ses injustices et ses inégalités, n'était plus seulement une toile de fond distante qu'il traversait dans une voiture blindée. Maintenant, tout lui semblait être de sa responsabilité. Chaque personne vulnérable, chaque enfant sans accès à l'éducation, chaque famille sans logement décent. Ils faisaient tous partie d'une nouvelle équation morale dans sa vie, parce que n'importe lequel des entre eux, absolument n'importe lequel, aurait pu être Ellie. Et Ellie, en quelques semaines seulement, était devenue tout pour lui. Damon se réveilla en sursaut, ne sachant pas ce qui avait interrompu son sommeil. Il cligna des yeux dans l'obscurité de sa chambre, essayant de comprendre ce qui elle avait réveillé. L'horloge numérique près de son lit indiquait 3h17. Un instant, il pensa qu'il avait rêvé. Un cauchemar, peut-être, du genre qui estompe au réveil, ne laissant qu'un malaise. Il était sur le point de se retourner et de se rendormir quand il l'entendit. Un cri, aigu, désespéré. « Ellie !» Il sauta du lit comme électrisé, sans se soucier de ses chaussons. En quelques secondes, il courait dans le couloir vers la chambre de la fillette, guidé seulement par la faible lumière de secours près de l'ascenseur. Un autre cri déchira le silence de la nuit. « Papa, sors-moi du feu !» Les mots poussèrent Damon à courir plus vite, son cœur martelant ses côtes. Il poussa la porte si fort qu'elle heurta le mur. Dans la douce lueur de la petite lampe qu'il laissait allumer, Ellie ne pouvait pas dormir dans l'obscurité complète depuis l'incendie. Damon la vit assise dans son lit, les yeux écarquillés de terreur mais ne voyant pas réellement ce qui se trouvait devant elle. Monsieur Pau était tombé par terre, comme jeté de côté dans le chaos. « Papa !» cria-t-elle de nouveau, ses petites mains agitant comme pour repousser quelque chose d'invisible. « Ça brûle ! Sors-moi de là !» Damon traversa la pièce en 2 longues enjambées et assis sur le bord du lit. Quand il lui toucha l'épaule, il réalisa que sa chemise de nuit était trempée de sueur. Ses cheveux collaient à son front et à ses tempes. « Ellie !» dit-il doucement, essayant de la tirer du cauchemar dans lequel elle était piégée. « Ellie, c'est moi, Damon. » Mais elle restait enfermée dans le rêve, les yeux ouverts mais absents, revivant les flammes d'un souvenir qui refusait de s'effacer. « Il fait chaud », murmura-t-elle, tremblant maintenant de manière incontrôlable. « Tout est en feu. » Damon agrippa fermement mais doucement ses petites épaules. « Eleanora » dit-il, utilisant son nom complet, ce qu'il faisait rarement. « Réveille-toi, tu es en sécurité. » C'était un cauchemar. Finalement, ses yeux semblèrent se concentrer. Elle cligna plusieurs fois des yeux, comme pour s'adapter à la réalité, quittant le monde du cauchemar. Quand elle reconnut Damon, son visage se tordit en un mélange de soulagement et de douleur profonde. Si forte qu'il la ressentit physiquement dans sa propre poitrine. « Damon » murmura-t-elle, la voix rauque d'avoir crié. « J'y ai revu le feu. » Puis, sans crier gare, elle se jeta sur lui,
passant ses bras autour de son cou et accrochant à lui comme il était la seule chose solide dans un monde qui effondrait. Damon la serra en retour, sentant son corps fragile trembler contre le sien. Il pouvait compter chaque côte à travers la fine chemise de nuit. Un rappel que malgré des semaines de repas corrects, le corps d'Ellie portait encore les signes d'une privation prolongée. Ils n'ont pas pu sortir, marmonna-t-elle contre son épaule, les mots étouffés et brisés par les sanglots. Je les ai appelés, mais ils ne sont pas venus. Damon ferma les yeux, sentant sa propre gorge se serrer. C'était la première fois que Ellie parlait si directement du traumatisme de l'incendie depuis cette première nuit dans la ruelle, comme si le cauchemar avait brisé une barrière intérieure. « Je sais », murmura-t-il en lui caressant les cheveux humides. « Je sais, ma puce. » Que pouvait-il dire d'autre ? Aucune phrase, aucun réconfort générique ne pouvait apaiser la profondeur de sa perte. Alors, au lieu de plus de mots, il la serra simplement dans ses bras. La laissa pleurer contre sa poitrine. La laissa trembler dans ses bras. La laissa libérer la terreur qui était accumulée chez un enfant qui avait vu son monde brûler. Peu à peu, les sanglots déchirants se transformèrent en hoquets espacés. Sa respiration, autrefois haletante, commença à se régulariser, mais ses petits doigts restèrent agrippés à son t-shirt, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse lui aussi. Damon attrapa M. Powell, qui gisait par terre, et le plaça doucement entre eux. « Regarde qui inquiète pour toi », dit-il doucement. Ellie regarda l'ours en peluche roussie, son compagnon constant dans les rues, son dernier lien avec son ancienne vie. « Il fait des cauchemars parfois aussi », murmura-t-elle en caressant l'oreille de l'ours avec des doigts tremblants. « Parfois, il pleure doucement quand il pense que je dors. » Damon sentit quelque chose se briser en lui. La sensibilité d'Ellie, même dans sa propre souffrance, sa capacité à projeter et à prendre soin des sentiments jouait parce qu'il était plus facile de gérer la tristesse de l'ours que la sienne. « Tu sais quoi ?» dit-il en ajustant l'oreiller trempé de sueur. « Je pense que vous avez tous les deux besoin de dormir quelque part de plus sur cette nuit. » Ellie leva les yeux vers lui, interrogative. « Et si vous dormiez tous les deux dans ma chambre ? Mon lit est immense pour une seule personne. Comme ça, si le cauchemar revient, je serai là pour le chasser. » La fillette hocha lentement la tête, le soulagement évident sur son visage épuisé. Damon la souleva sans effort, avec M. Powell et sa couverture préférée, une couverture bleu clair douce qu'elle avait personnellement choisie au magasin. Ellie posa sa tête sur son épaule, les yeux lourds de fatigue et d'émotion. Sur le chemin de sa chambre, Damon réfléchit à combien sa vie avait changé en quelques semaines. Cela faisait des années que personne des Hauts-Traînes avait dormi dans son lit. Les quelques femmes qui étaient passées n'étaient jamais restées pour le petit déjeuner, encore moins pour un réconfort nocturne après un cauchemar. Maintenant, il portait un enfant effrayé pour dormir à ses côtés, et rien au monde ne lui semblait plus nécessaire ou naturel. Il déposa Ellie sur le côté droit du lit king size, plaça M. Powell à côté d'elle et tira doucement les couvertures sur elle. « Je vais te chercher un verre d'eau, » dit-il, réalisant qu'elle était probablement déshydratée après tant de pleurs. Mais quand il commença à s'éloigner, sa petite main agrippa ses doigts avec une force surprenante. « Ne pars pas, » murmura-t-elle, la peur revenant dans ses yeux. « Reste ici. » Damon hésita qu'une seconde avant de céder. Il assis sur le bord du lit et lui tint la main. « Tu es en sécurité, » dit-il, rassemblant toute la conviction possible. « Je suis là, je te le promets. » Ellie étudia attentivement, comme si elle pesait cette promesse. Finalement, avec un léger soupir, elle ferma les yeux. Ses doigts, cependant, restèrent fermement enroulés autour des siens, comme une ancre à la réalité. Damon resta ainsi, assis sur le bord du lit, tenant la main d'Ellie jusqu'à ce que sa respiration approfondisse dans le sommeil. Même alors, il ne la lâcha pas. Au lieu de cela, prudemment, il allongea à côté d'elle, gardant sa prise sur sa petite main. Dans cet espace entre veille et sommeil, il eut une clarté qu'il n'avait jamais connue. Ceci, cette fille, cette petite main dans la sienne, cette confiance absolue, c'était tout ce qui comptait. Pas les contrats à $1 milliard, pas les OPA hostiles, pas l'empire corporatif qu'il avait bâti. Rien de tout cela ne se comparait à la responsabilité de tenir cette seule promesse, « Je suis là ». Il se souvint comment il avait trouvé dans cette ruelle sombre, dormant au milieu des sacs poubelles. Comment elle avait survécu seule pendant des mois, se cachant, fouillant, bravant le froid et la peur. Comment, malgré tout cela, elle pouvait encore sourire quand ses chaussures allumaient,
est-ce inquiéter encore des sentiments un ours en peluche, faire encore confiance à quelqu'un? Et il sut, avec une certitude qui transcendait toute pensée rationnelle, qu'il ne la lâcherait jamais, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour que cette extraordinaire survivante n'affronte plus jamais le monde seule. Ellie bougea dans son sommeil, se blottissant plus près de lui, tenant toujours fermement sa main. Et Damon, autrefois qualifié de stratège impitoyable par la presse économique, qui concluait des accords à $1 milliard sans ciller, découvrit qu'il était prêt à réorganiser l'univers entier pour cette petite personne dormant à ses côtés. Elle dormit dans ses bras, et il ne la lâcha pas. Après cette nuit de cauchemar, Damon ne put se résoudre à retourner au travail le lendemain. Pour la première fois depuis des années, il annula toutes ses réunions sans donner beaucoup d'explications. Sophia, son assistante, dut jongler avec les excuses pour les clients et partenaires importants pendant que son patron restait à la maison, assis au bord du lit et un enfant, regardant Ellie dormir. Sa respiration était normalisée, mais la terreur de la nuit précédente persistait comme une présence invisible dans la pièce. Damon ne pouvait se défaire de l'image d'Ellie hurlant après son père au milieu des flammes un souvenir traumatisant. Lorsqu'il reprit finalement sa routine 2 jours plus tard, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il réorganisa complètement son emploi du temps pour être à la maison tous les soirs avant 20 h, dîner avec Ellie, elle aider à prendre son bain, lui lire une histoire avant de dormir. Ces moments devinrent non négociables dans son agenda. « Damon, vous savez que nous ne pouvons plus reporter la réunion avec les Japonais », avertit Sophia en entrant dans son bureau avec une pile de dossiers. Ils ont déjà reporté 2 fois et commencent à soupçonner que quelque chose ne va pas avec l'accord. Damon tapota ses doigts sur le bureau, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était 17h45. « Programmez-la pour demain à 9 h du matin, répondit-il en fermant son ordinateur portable. « Je dois rentrer à la maison. » Tout le bureau bruissait de rumeurs sur le changement. Le Damon Aosta, autrefois implacable, qui travaillait tard dans la nuit et exigeait la même chose de son équipe, avait maintenant des horaires de départ stricts. Les spéculations allaient bon train. Une maladie grave, peut-être? Une liaison secrète? La vérité, que peu connaissaient encore, était bien plus transformatrice. Damon était en train d'obtenir la garde temporaire d'une petite fille qu'il avait trouvée dans la rue. Les papiers sont prêts, annonça Elena Martinez, son avocate, ce matin-là, en lui tendant un dossier. L'audience est fixée à demain 10 h. Le juge Henderson est réputé pour être minutieux, mais nous avons un dossier solide. Les rapports médicaux, psychologiques et sociaux sont tous en notre faveur. Et il refuse, exprima Damon la peur qui le hantait depuis des semaines. Elena le regarda par-dessus ses lunettes. Il ne le fera pas. Mais si l'inattendu se produit, nous nous battrons. Vous en avez les moyens. Damon hocha la tête, fermant le dossier. Il n'était pas habitué aux situations où son argent et son influence ne pouvaient garantir le résultat. L'incertitude du processus, la possibilité, même infime, de perdre Ellie, provoquait une anxiété qu'il n'avait jamais ressentie lors des accords à plusieurs millions de dollars. Il décida de ne pas parler à Ellie de l'audience. Il ne voulait pas lui donner de faux espoirs, pire, susciter des craintes. Ellie commençait enfin à se sentir en sécurité, à croire que sa place auprès de Damon n'était pas temporaire. Il ne voulait pas mettre en danger ce fragile sentiment de sécurité. Le matin de l'audience, il se réveilla plus tôt que d'habitude. Il choisit son costume le plus conservateur, pas des ostentations aujourd'hui, et vérifia 3 fois que chaque document était en ordre. En entrant dans la cuisine, il trouva Ellie déjà assise, jouant avec ses céréales de petit déjeuner. « Bonjour », la salua-t-il, incapable de cacher la nervosité dans sa voix. Ellie leva les yeux vers lui, cette perspicacité déconcertante brillant dans son regard. « Tu vas quelque part important », affirma-t-elle, ce n'était pas une question. Damon hésita. Il avait sous-estimé sa capacité à lire les situations. « Oui », admit finalement. « J ai une réunion très importante aujourd'hui. C'est à propos de moi ?» demanda-t-elle en baissant sa cuillère. Le bref silence de Damon répondit pour lui. « C'est pour que je puisse rester ici pour de vrai ?» insista Ellie, ses yeux maintenant fixés sur les siens, un mélange d'espoir et de peur. « Oui », concéda Damon en s'asseyant en face d'elle. « Le juge va officiellement dire que tu peux vivre avec moi. » Ellie traita cette information, remuant distraitement ses céréales. « Et il dit non ?» La même question qui tourmentait Damon. « Il ne le fera pas », dit Damon avec plus de confiance qu'il en ressentait.
Mais même s'il le fait, nous continuerons d'essayer. Je te promets que je n'abandonnerai pas, Ellie. Elle hocha lentement la tête, semblant satisfaite de la réponse. Puis, à la surprise de Damon, elle tendit sa petite main par-dessus la table. Bonne chance, dit-elle sérieusement. Damon prit cette petite main et sentit une détermination féroce l'envahir. Il se battrait contre tout le système s'il le fallait. L'audience se révéla étonnamment brève. Le juge Henderson, un homme à allure sévère et aux cheveux gris, posa des questions directes et examina attentivement les rapports. Il écouta les travailleurs sociaux, la psychologue travaillant avec Ellie et Damon lui-même. Monsieur Aosta, dit finalement le juge, ce tribunal vous accorde la garde temporaire de la mineure Eleanora Santos pour une durée de 6 mois, après quoi nous réévaluerons la situation en vue d'une décision sur la tutelle permanente. Des rapports de suivi mensuels sont requis. Damon sentit une vague de soulagement si intense qu'il craignit que ses jambes ne flageolent. Garde temporaire. Le premier pas officiel, la reconnaissance légale de quelque chose que son cœur savait déjà. En rentrant chez lui, il trouva Sophia qui attendait dans le hall, l'air pressé. La vidéoconférence avec Los Angeles a commencé il y a 20 minutes, elle informatait en lui tendant un dossier. Le conseil des administrations attend. C'est le vote sur l'acquisition de Techvision. L'acquisition de Techvision. L'accord que Damon préparait depuis des mois. 4 milliards de dollars. Une transaction qui façonnerait toute la prochaine année fiscale. J'y arrive, répondit-il automatiquement en prenant le dossier. Il monta en ascenseur jusqu'aux pentouses, trouvant Ellie dans le salon en train de dessiner. Quand elle le vit, son visage s'illumina. « Que a dit le juge ?» demanda-t-elle en posant ses crayons de couleur. Il a dit « Oui », sourit Damon. « Tu restes avec moi. » Le sourire d'Ellie, autrefois si rare, devenant maintenant plus fréquent, se répandit sur son visage, mais il redevint vite sérieux. « Tu dois travailler maintenant ?» demanda-t-elle en remarquant le dossier dans ses mains. « Oui, j'y ai une réunion très importante », expliqua Damon. « Lisa, ta babysitter, restera avec toi. » Ellie hocha la tête, retournant à son dessin avec une acceptation résignée indigne d'un si jeune enfant. Elle était habituée à être la priorité de personne, à ne pas exiger des attentions, à ne pas en faire quand on la laissait derrière. Damon sentit un pincement au cœur. Il se souvint de la nuit de son cauchemar, de la promesse qu'il avait faite « Je suis là ». Ellie, appela-t-il en posant le dossier sur la table. « Que est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» Elle leva les yeux vers lui, perplexe. « Tu n'as pas une réunion ?»« Si, oui. » Il hésita, puis demanda « Veux-tu que je reste avec toi aujourd'hui ?» Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent un instant, la prudence revenant vite. « Tu peux rester avec moi aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une petite voix, testant cette nouvelle possibilité comme si elle n'y croyait pas tout à fait. Damon jeta un coup d'œil au dossier contenant des mois de travail, au téléphone vibrant des urgences, à l'empire corporatif exigeant sa présence constante. Puis il regarda Ellie, les yeux qui avaient vu le pire du monde mais qui contenaient encore la capacité de faire confiance, les petites mains agrippant des crayons de couleur comme s'ils étaient des trésors. « Oui », dit-il avec une certitude qui le surprit. « Je peux rester avec toi aujourd'hui. » Il appela Sophia. « Annulez la vidéoconférence. Dites au conseil de voter sans moi ou de reporter à la semaine prochaine. » Damon, c'est Techvision. Vous avez travaillé là-dessus. Je sais exactement ce que c'est, elle interrompit doucement. Et je sais que l'entreprise survivra sans moi pendant une journée. Aujourd'hui, j'y ai quelque chose de plus important. Il raccrocha et mit le téléphone en mode silencieux. Alors, où allons-nous ? demanda Ellie, semblant toujours incertaine. Où tu veux, répondit Damon. C'est notre journée. Ils passèrent l'après-midi au parc, mangèrent des hamburgers dans un modeste restaurant, chose que Damon n'avait pas faite depuis des décennies, visitèrent le zoo et terminèrent la journée en regardant le coucher de soleil depuis un banc au bord du lac. Tandis que Ellie nourrissait les canards avec des miettes de pain, son visage baigné par la lueur du soleil couchant, Damon jeta un rapide coup d'œil à son téléphone. Des dizaines d'appels manqués, des emails urgents, un vote reporté, des cours boursiers en baisse. À n'importe quel autre moment de sa vie, cela aurait été considéré comme une journée désastreuse. Mais en regardant Ellie, paisible alors qu'elle nourrissait les canards, Damon sut qu'il avait fait le bon choix. Les emails pouvaient attendre. Les réunions seraient reprogrammées.
Les actions se redresseraient. Ce moment ne reviendrait pas. Alors qu'il réorganisait mentalement sa vie, ses engagements, ses priorités, Damon réalisa une vérité fondamentale. Être père, ce n'était pas seulement fournir un abri, de la nourriture et la sécurité. C'était apprendre à choisir le cœur plutôt que les tableurs, l'amour plutôt que la logique, le moment présent plutôt que la planification stratégique. Et pour la première fois, il comprit pourquoi ce n'était pas un sacrifice, c'était un privilège. L'idée prit forme dans l'esprit de Damon lors de ses promenades avec Ellie à travers la ville. La fillette, désormais plus confiante à ses côtés, commença à lui indiquer des lieux et des personnes qui avaient fait partie de sa vie dans la rue. C'est là que dort Monsieur John, expliquait-elle en désignant un espace entre deux immeubles commerciaux. Il a partagé son carton avec moi quand il faisait très froid. La dame aux fleurs me laissait rester près de son stand quand il pleuvait beaucoup. Elle disait que je faisais fuir les voleurs. Chaque histoire révélait un réseau invisible de solidarité, de petits gestes qui avaient maintenu Ellie en vie pendant ces mois d'abandon. Des gens qui, bien que n'ayant que peu de choses, partageaient quand même ce qu'ils avaient. Après une de ces promenades, Damon passa toute la nuit éveillé, à planifier. À l'aube, il avait ébauche un projet en tête. Je veux acheter l'ancienne usine textile sur Palmer Street, annonça-t-il à Eduardo Va, son directeur des opérations, le lendemain. Celle dans le quartier industriel délabré ? Demanda Eduardo, confus. Cette zone a peu de valeur commerciale et ce ne sera pas une entreprise commerciale, elle interrompit Damon. Ce sera le siège de la Fondation Aurora. Dans les semaines qui suivirent, le projet prit forme à une vitesse que seules les ressources quasi illimitées de Damon pouvaient permettre. Architectes, ingénieurs, travailleurs sociaux et professionnels de la santé furent consultés. Le bâtiment abandonné, autrefois symbole du déclin urbain, commença sa transformation. La fondation fournira un hébergement temporaire avec des chambres individuelles et familiales, 3 repas par jour, des soins médicaux de base, une assistance juridique et des programmes de formation professionnelle, expliqua Damon à l'équipe engagée. Je veux que ce soit un lieu de dignité, pas seulement de charité. La nouvelle se répandit rapidement que le milliardaire reclus Damon Aosta investissait une fortune dans un projet social. Les mêmes journalistes qui avaient autrefois spéculé sur sa vie personnelle s'interrogeaient maintenant sur son soudain intérêt philanthropique. Damon ignora les questions, les spéculations, les demandes des interviews. Pour lui, la fondation n'était pas un coup de pub ou un moyen d'apaiser sa conscience. C'était une extension naturelle de la transformation que Ellie avait provoquée en lui. À la maison, il parlait à Ellie du projet, lui montrant les plans de manière qu'elle puisse comprendre. Ce sera un endroit où les gens pourront prendre une douche et dormir dans de vrais lits, demanda-t-elle en étudiant les maquettes architecturales avec des yeux brillants. Oui, et aussi recevoir des soins médicaux, apprendre de nouvelles compétences professionnelles, régler des problèmes de paperasse, expliqua Damon. Un endroit pour repartir à zéro. Ellie hocha la tête, pensive. Comme Monsieur John, il pourrait y aller ? Il a un chien. La question fit réaliser à Damon quelque chose que aucun de ses consultants n'avait mentionné, l'importance que peuvent avoir les animaux de compagnie pour les personnes en situation d'itinérance. Beaucoup refusent les refuges parce qu'ils ne peuvent pas emmener leurs compagnons. Oui, il pourrait, répondit Damon. Et son chien serait le bienvenu aussi. Le lendemain, un nouvel ajout fut fait au projet, un espace adapté aux animaux de compagnie avec des soins vétérinaires de base. C'est ainsi que fonctionnait la dynamique entre eux. Ellie, avec son expérience directe et sa perspective unique, identifiait des besoins que des experts avec des années d'études négligeaient. Et Damon, avec ses ressources, transformait ses observations en solutions tangibles. Lorsque les plans architecturaux furent finalisés, Damon apporta les derniers plans à la maison pour les montrer à Ellie. Ils s'assirent à la table de la salle à manger, où elle passait des heures à dessiner, une activité thérapeutique pour elle. « Que en penses-tu » demanda-t-il en étalant les plans colorés. Ellie les étudia attentivement, ses petits doigts traçant les contours des espaces prévus. « Ça a l'air bien, dit-elle finalement. Mais il manque quelque chose. »« Quoi » demanda Damon, intrigué. Ellie ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit une feuille blanche et commença à dessiner. Damon observa en silence tandis qu'elle se concentrait, la langue tirant un peu alors qu'elle passait un crayon de couleur à l'autre. Une demi-heure plus tard, elle brandit le dessin terminé. « Comme ça » annonça-t-elle.
Était une maison. Pas un rendu architecturalement précis, mais le concept universel de foyer que dessinent les enfants. Un rectangle avec un toit triangulaire, des fenêtres carrées avec des rideaux, une cheminée avec de la fumée et des fleurs devant. Sur la porte, en écriture soignée, le mot bienvenue. Damon fixa le dessin pendant un long moment. Était simple, enfantin, et d'une certaine manière plus parfait que tous les plans sophistiqués qu'il avait commandés. Est exactement ce qui manquait, acquiesça-t-il finalement. On peut l'utiliser? Ellie hocha la tête, lui tendant le dessin avec un soin solennel. Le matin de la conférence de presse officielle pour annoncer la fondation Aurora, le bureau de Damon reçut une livraison spéciale, le dessin d'Ellie, maintenant encadré dans un cadre simple mais élégant. Sans fanfare, il le plaça au centre de la scène où l'annonce aurait lieu. Lorsque les journalistes et les invités arrivèrent, beaucoup se demandèrent pourquoi un dessin des enfants était accroché parmi des maquettes sophistiquées et des présentations high-tech. Damon n'offrit aucune explication au début. Ce est que lorsqu'il prit le micro qu'il fit le lien. La fondation Aurora est née d'une simple question. Commença-t-il? Pourquoi permettons-nous aux gens de vivre dans la rue dans l'une des villes les plus riches du pays? Pourquoi acceptons-nous cela comme normal? Il marqua une pause, regardant le dessin encadré. Il a fallu un enfant pour me montrer ce qui était sous mes yeux depuis des décennies, pour apprendre à voir non pas seulement des problèmes abstraits, mais des personnes réelles. Pour me rappeler que les solutions efficaces commencent par quelque chose d'aussi simple qu'une porte ouverte et un seul mot, bienvenue. Les flashs des appareils photo capturèrent le moment où Damon toucha le cadre avec respect. Personne dans l'auditorium ne saisit pleinement la transformation personnelle que ce geste symbolisait. Les gros titres du lendemain se concentrèrent sur les millions investis, l'architecture innovante, les programmes pionniers que la fondation mettrait en œuvre. Ils spéculèrent sur les motivations de Damon Aosta derrière son virage philanthropique. Aucun ne saisit la simple vérité que Damon connaissait maintenant avec une certitude absolue. La fondation Aurora n'était pas née de la culpabilité, de la charité ou d'une stratégie des entreprises. Elle n'était pas née de statistiques ou des études sur l'inégalité sociale. Elle n'était même pas née uniquement de sa propre transformation personnelle. Sa mission avait grandi de l'amour d'un enfant. Un enfant qui, ayant connu le pire de l'humanité, pouvait encore dessiner des portes ouvertes et écrire bienvenue. Un enfant qui, même après avoir dormi au milieu des ordures, rêvait de maisons où tout le monde serait en sécurité. Cette nuit-là, après que la frénésie médiatique se fut calmée, Damon trouva Ellie qui attendait à la maison. Elle le salua avec la question qu'elle posait toujours après ses absences, « Tout est bien passé ?» « Oui », répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Grâce à ton dessin. » Ellie sourit, ce sourire devenant moins rare chaque jour. « Tu vas aider beaucoup de gens, n'est-ce pas ?»« Nous allons, » corrigea Damon. « Ce projet est autant le tien que le mien. » La fillette hocha la tête, satisfaite, et retourna à son nouveau dessin. Une autre maison, un autre jardin, un autre monde où tout le monde était le bienvenu. Et Damon réalisa, en la regardant, qu'il avait reçu bien plus qu'il avait jamais donné. En essayant de sauver Ellie, il avait trouvé son propre salut. L'enveloppe officielle arriva un mercredi autrement ordinaire, alors que Damon examinait les plans des expansions de la fondation Aurora. En tête du tribunal des affaires familiales la distinguait de la correspondance habituelle. Nouvelle date des audiences pour la réévaluation de la garde temporaire d'Eleanora Santos. 6 mois étaient écoulés rapidement. 6 mois de transformation, de leçons et de petites victoires quotidiennes. Le premier jour d'Ellie dans une forme quelconque des écoles, sa première fête des anniversaires, la première fois qu'elle disait bonne nuit sans craindre le retour des cauchemars. Damon savait que ce moment viendrait. La garde temporaire avait toujours été que la première étape. Maintenant, le système voulait voir s'il était apte à être le tuteur permanent d'Ellie et potentiellement son père adoptif. « Monsieur Aosta, avez-vous une minute ?» La voix de Lisa, assistante sociale désignée par le tribunal pour suivre le cas d'Ellie, interrompit ses pensées. Elle effectuait des visites mensuelles, observant l'adaptation d'Ellie et évaluant le foyer de Damon. « Bien sûr, entrez », répondit-il en désignant la chaise en face de lui. Lisa assis, ajustant ses lunettes à monture rouge tout en consultant ses notes. L'audience de réévaluation est prévue pour la semaine prochaine, commença-t-elle.
Je dois vous informer que ce sera un processus plus rigoureux que lorsque vous avez obtenu la garde temporaire. Damon hocha la tête, attendant qu'elle continue. Le tribunal a désigné une équipe multidisciplinaire complète. Vous et Ellie serez interrogés séparément. Il y aura des évaluations psychologiques supplémentaires et une enquête plus approfondie sur vos antécédents et votre capacité à élever un enfant ayant subi un traumatisme complexe. Je comprends, répondit Damon, réussissant à garder un ton neutre malgré la tension qui montait dans ses épaules. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Lisa hésita, choisissant ses mots avec soin. Damon, je dois être honnête. Malgré les progrès évidents des Ellie et l'excellent environnement que vous avez fourni, il y a des préoccupations. Quel genre de préoccupations? Eh bien, le profil traditionnel que le système préfère pour l'adoption ou la tutelle permanente n'est pas le vôtre. Typiquement, ce sont des familles établies, des couples ayant une expérience préalable de l'éducation des enfants, des personnes plus conventionnelles. Vous voulez dire que je ne suis pas apte parce que je suis célibataire, demanda Damon, une pointe de défi dans le ton. Lisa soupira. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Mes rapports ont toujours été positifs, comme vous le savez, mais le comité des évaluations et le juge pourraient avoir des réserves, votre relative jeunesse, le fait que vous soyez célibataire, votre manque d'expérience préalable avec les enfants, votre routine de travail exigeante. Que J est complètement adapté au cours des 6 derniers mois, interrompit Damon. Oui, et c'est dans mes rapports, assura Lisa. Mais J essaie de vous préparer aux questions qui surgiront. Ce sera un examen minutieux. Nous ne voulons pas de surprise. Après le départ de Lisa, Damon resta dans son bureau, contemplant une photographie encadrée sur son bureau, Ellie sur une balançoire dans un parc, souriant ouvertement, un cliché pris quelques semaines auparavant. Comment pouvait-il expliquer au tribunal que ce sourire rare était la meilleure preuve de son succès en tant que tuteur? Dans les jours précédant l'audience, Damon se prépara comme pour la négociation la plus importante de sa vie. Il examina chaque rapport, chaque évaluation, chaque document relatif à l'affaire. Il consulta des experts en droit de la famille, en psychologie de l'enfant et des autres parents adoptifs. Mais surtout, il essaya de maintenir la routine des Ellie stables. Il ne voulait pas qu'elle ressente l'incertitude qui pesait sur lui. « Pourquoi es-tu réveillé » demanda sa voix ensommeillée une nuit où Damon, incapable de dormir, examinait des documents dans le salon. Il leva les yeux, surpris, et vit Ellie debout dans l'embrasure de la porte, serrant Monsieur Pau. « Je travaille un peu, ma puce, dit-il en essayant de paraître désinvolte. Retourne te coucher, il est tard. Au lieu d'obéir, Ellie approcha, remarquant les papiers étalés sur la table. C'est à propos de moi? Demanda-t-elle en reconnaissant son nom sur l'une des pages. Damon hésita, puis hocha la tête. Ils avaient une règle tacite, toujours être honnête, même quand c'était difficile. C'est pour l'audience au tribunal, expliqua-t-il. Tu te souviens, on en a parlé. C'est quand un juge décide si tu peux rester avec moi pour toujours. Ellie hocha la tête, sérieuse. Puis, à la surprise de Damon, elle posa une petite main sur la sienne. Ça va aller, affirma-t-elle avec confiance. Madame Lisa a dit que tu es le meilleur nouveau papa qu'elle ait jamais vu. Damon sourit au terme que Ellie avait inventé pour lui. Il n'était pas son père biologique, alors il était son nouveau papa. Elle a dit ça? Oui. Elle croyait que je n'écoutais pas. Damon sentit une vague de gratitude pour l'assistante sociale et son soutien discret. Peut-être que le système n'était pas entièrement contre eux. Le jour de l'audience, le tribunal des affaires familiales était particulièrement animé. Vêtu de son costume le plus conservateur, Damon tenait la main d'Ellie alors qu'il se dirigeait vers la salle assignée. Elena Martinez, son avocate, attendait à l'entrée. Ils sont tous là, dit-elle à voix basse, le comité des évaluations complet, plus le docteur Phillips comme consultant indépendant, et le juge Henderson. Des surprises à prévoir, demanda Damon. Elena hésita. Nous avons reçu une notification de dernière minute. Une cousine éloignée d'Ellie a été localisée dans un autre état. Elle ne demande pas la garde, mais le fait qu'il y ait une famille biologique vivante pourrait influencer la décision. Damon sentit Ellie serrer plus fort sa main. Il baissa les yeux, voyant ses yeux écarquillés. « Je ne connais pas de cousine, dit-elle doucement. »« Ne t'inquiète pas, Elena agenouilla pour parler à la hauteur d'Ellie. Personne ne peut t'emmener si tu ne veux pas partir.
Le tribunal considère toujours ce qui est le mieux pour toi. Quand ils entrèrent dans la salle, Damon fut frappé par sa formalité oppressante. Contrairement à la plus petite audience pour la garde temporaire, c'était une véritable salle des audiences. Le juge Henderson présidait depuis une estrade élevée, tandis que le comité des évaluations a un psychologue, un psychiatre, un travailleur social senior et un spécialiste du droit de la famille occupaient une table latérale. Lisa leur adressa un sourire discret depuis sa place près du comité. Suivant le protocole, Ellie fut doucement guidée vers une pièce séparée par une psychologue pour enfants. Là, elle subirait sa propre entrevue, loin de la pression de la présence de Damon. « Tout ira bien », lui murmura-t-il en se penchant pour un rapide câlin avant qu'elle ne parte. « Dis juste ce que tu ressens, comme on est entraîné. » Ellie hocha courageusement la tête, bien que sa lèvre inférieure trembla légèrement. Ellie sortit de la pièce, le véritable interrogatoire commença. « Monsieur Aosta », commença le docteur Rivera, la psychiatre du comité. Au cours des 6 derniers mois, vous avez fourni un environnement stable à Eleanora, et les rapports montrent des progrès significatifs dans son développement. Cependant, nous avons des préoccupations quant à la pérennité de cet arrangement. Quelles préoccupations, docteur ? Demanda Damon, efforçant de garder un ton respectueux malgré la tension croissante. Vous êtes un homme célibataire, relativement jeune, sans expérience préalable avec les enfants, et avec une carrière très exigeante, expliqua-t-elle. Eleanora a des besoins émotionnels complexes découlant d'un traumatisme sévère. Son rétablissement nécessitera des années de constance, de patience et de disponibilité émotionnelle. Un autre membre du comité, le docteur Marcus, psychologue spécialisé dans les traumatismes infantiles, se pencha en avant. Monsieur Aosta, réalisez-vous vraiment ce que signifie élever un enfant avec l'histoire traumatique des Ellie ? Des difficultés comportementales peuvent se manifester de manière imprévisible dans les années à venir. Cauchemars, régression, problèmes des attachements, possibles problèmes scolaires. La phase initiale que vous avez vécue pourrait être la plus facile. Le mot facile fit serrer les poings à Damon sous la table. Rien au cours des 6 derniers mois n'avait été facile. Les nuits blanches après les cauchemars, les crises de larmes apparemment inexplicables, les moments où Ellie se retirait complètement, revivant des terreurs qu'elle pouvait à peine nommer. Puis il se souvint des autres moments. Son premier rire sincère. La première fois que elle avait laissé lui tresser les cheveux. Le jour où elle avait couru dans ses bras après l'école au lieu d'attendre timidement qu'il s'approche. Damon prit une profonde inspiration et regarda fixement le comité. « Je ne sais pas tout », admit-il, surprenant même son avocate par sa franchise. « Je ne suis pas assez naïf pour penser que je comprends pleinement ce que Ellie a traversé ou ce qu'elle affrontera encore. Mais je sais ce qu'elle signifie pour moi. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Quand j'y ai trouvé Ellie, j'y étais un homme différent. Quelqu'un qui mesurait la valeur en chiffres, qui voyait les gens comme des statistiques. Grâce à elle, j'y ai tout changé. Ma routine, mes priorités, ma vision du monde. J'y ai appris à être patient alors que je ne l'avais jamais été. J'y ai appris à écouter alors que j'y avais toujours préféré parler. J'y ai appris à mettre quelqu'un des autres en premier pour la première fois de ma vie. Le juge Henderson, qui avait observé en silence, lui fit signe de continuer. Monsieur Aosta, nous comprenons que vous avez noué un lien avec l'enfant, mais ce tribunal doit considérer son intérêt supérieur à long terme. Comment comptez-vous concilier votre carrière exigeante avec les besoins continus d'Eleanora ? J'y ai complètement réorganisé mon entreprise pour donner la priorité à Ellie, répondit Damon. J'y ai délégué des responsabilités, réduit les voyages, mis en place le télétravail pour être disponible. J'y ai créé la fondation Aurora, inspirée par elle, et maintenant nous menons nos projets sociaux ensemble. Elle accompagne, partage des idées, apprend à aider les autres. Elena intervint, fournissant des détails concrets. Mon client a réduit sa charge de travail de 60%, institué le télétravail 3 jours par semaine et transféré 40% de ses responsabilités exécutives pour assurer d'être disponible pour Eleanora. L'audience dura près de 2 heures. Chaque aspect de la vie de Damon fut scruté, son enfance, ses relations passées, sa santé physique et mentale, ses finances, ses plans éducatifs pour Ellie, ses stratégies pour gérer son traumatisme. Quand Ellie revint, escortée par la psychologue, elle avait l'air fatiguée mais calme. Elle tenait un nouveau dessin dans ses mains. Eleanora a été très participative lors de notre entretien,
expliqua la psychologue. LS est principalement exprimée par des dessins, comme à son habitude. Elle a demandé à montrer celui-ci au tribunal. Le juge Henderson fit signe qu'on lui remette le dessin. Il examina un moment, puis le passa au comité. Damon en eut un bref aperçu, une image des Ellie et lui se tenant la main devant la maison qu'ils partageaient maintenant. Au-dessus d'eux, un grand soleil souriant. Dans un coin, M. Pau observait. Eleanora, le juge adressa doucement à la fillette. « Souhaites-tu dire quelque chose au tribunal ?» Ellie regarda de Damon au juge, puis au comité. Sa voix était petite mais ferme. « Je veux rester avec Damon. Il a promis qu'il ne me laisserait pas, et il ne rompt jamais ses promesses. » Le silence qui suivit fut tangible. « Monsieur Aosta, dit le juge, avez-vous une déclaration finale ?» Damon se leva, le cœur battant. Il avait préparé un discours soigné avec Helena, étayé par des données et des engagements vérifiables. Mais en regardant Ellie, ses yeux confiants et pleins d'espoir, il sut qu'aucune déclaration scénarisée ne suffirait. Il ne agissait pas des arguments calculés. Il plongea la main dans sa veste et en sortit un petit dossier. Il en tira quelques dessins des Ellie des mois passés. Les premiers, de simples gribouillis hésitants. Les derniers, des images plus détaillées des au parc. « Votre honneur, membre du comité, commença-t-il, sa voix plus sincère qu'il ne avait jamais utilisée dans une salle d'audience. Je pourrais énumérer tous les changements que j'y ai faits, toutes les ressources que je peux offrir, toutes les garanties que je peux fournir. Mais la vérité la plus simple est celle-ci. » Il marqua une pause, rencontrant le regard du juge. « LM a vu quand je ne voyais plus personne. Quand je traversais le monde aveugle à la souffrance des autres, LM a fait arrêter et regarder. LM a appris à aimer, à faire une pause, à prendre soin. » Damon tendit les dessins au juge, qui les étudia attentivement. « Je n'avais jamais prévu d'être père. Ce n'était pas dans ma vision du succès. Mais LM a choisi, cette nuit-là, parmi toutes les personnes qui sont passées par cette ruelle. Et je ne la lâcherai pas. » Sa voix vacilla sur la dernière phrase, craquant sous l'émotion qu'il essayait de contenir. « Ces dessins montrent notre parcours, une fillette qui osait à peine me tenir 3 doigts à elle, enfant qui court maintenant à ma rencontre à la fin de la journée. Je ne suis pas parfait. J'y apprends chaque jour. Mais je promets de continuer à apprendre, à m'adapter et à grandir pour elle. » Le silence fut profond. Même Helena semblait surprise par l'émotion brute dans la déclaration de Damon, normalement si posée. Le juge Henderson examina les dessins un instant de plus, puis les déposa soigneusement. Ce tribunal examinera toutes les preuves présentées aujourd'hui, ainsi que les rapports des experts et l'entrevue des Eleanora, annonça-t-il formellement. Compte tenu de la complexité de l'affaire et de la nécessité d'examiner minutieusement chaque aspect, je réserve ma décision pour une nouvelle audience dans une semaine. Alors que le juge quittait la salle et que les membres du comité rassemblaient leurs documents, Damon sentit le poids de l'incertitude installé sur lui. Une semaine d'attente, une semaine de doute. Ellie approcha et lui prit la main naturellement. « Tu as si bien parlé, dit-elle simplement. » Damon réussit à sourire malgré son appréhension. « J'y ai juste dit la vérité. » En sortant de la pièce, Lisa approcha discrètement. « C'était un bon témoignage, murmura-t-elle. Les dessins, était une touche brillante. C'est la preuve la plus pure que vous pouviez offrir. Ce n'était pas calculé, admit Damon. Ce sont les seuls documents qui comptent vraiment pour moi. Lisa hocha la tête, compréhensive. Le comité est rigoureux mais juste, et le juge Henderson, aussi formel soit-il, donne la priorité au bien-être de l'enfant par rapport aux conventions. Mais le résultat est encore incertain, dit Damon, exprimant la peur qui le consumait. Oui, acquiesça Lisa, aussi honnête que toujours. Mais si vous voulez mon opinion personnelle, en 6 ans à ce poste, je n'ai jamais vu une transformation aussi positive, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Cela compte pour beaucoup. En quittant le palais de justice, Damon regarda Ellie marcher à ses côtés, sa petite main fermement dans la sienne. Il remarqua comment elle marchait maintenant la tête haute, comment ses pas étaient plus assurés, comment elle ne sursautait plus à chaque bruit inattendu. Quelle que soit la décision finale, cette transformation était réelle, et elle valait la peine de se battre contre tout le système. La semaine précédant la décision finale du juge Henderson fut la plus longue de la vie de Damon. Chaque appel téléphonique lui faisait bondir le cœur. Chaque nouvel email suscitait des espoirs,
puis les anéantissait lorsqu'il ne agissait pas de nouvelles du tribunal. Le jour, il maintenait une façade de calme pour le bien des Ellie. La nuit, quand elle dormait, il autorisait à envisager elle impensable, et il perdait? La veille de l'audience finale, son avocate, Elena Martinez, appela. « Je viens de parler au greffier du juge, dit-elle, contenant à peine son excitation. Je ne peux rien confirmer officiellement, Damon, mais je pense que vous devriez préparer une célébration pour demain. » Damon sentit une vague d'espoir, mais refusa de s'y abandonner complètement. Des années de négociations des entreprises lui avaient appris que rien n'était certain avant la signature finale. Le lendemain matin, il aida Ellie à enfiler sa robe préférée, bleue avec de petits papillons brodés. Monsieur Pau portait un nœud papillon improvisé en ruban assorti. Le trajet jusqu'au palais de justice fut silencieux. Damon luttait contre son anxiété tandis que Ellie regardait par la fenêtre, caressant distraitement l'oreille roussie de l'ours, un geste qu'elle faisait quand elle était nerveuse. La salle des audiences semblait moins intimidante cette fois. Peut-être parce qu'il connaissait la disposition, ou peut-être parce que Lisa avait arrangé leur arrivée précoce pour qu'ils puissent s'installer confortablement. Lorsque le juge Henderson entra, tout le monde se leva. Il balaya brièvement la salle du regard avant que ses yeux ne se posent sur Ellie et Damon. Après les formalités des ouvertures et la lecture des rapports finaux, le juge éclaircit la gorge et commença son verdict. Comme le stipulent les directives de la protection de l'enfance, ce tribunal doit toujours donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous avons minutieusement évalué l'environnement fourni par M. Aosta, les progrès dont Eleanora a fait preuve, les liens affectifs formés et la stabilité de cet arrangement. Le juge marqua une pause, ajustant ses lunettes. Il est vrai que M. Aosta ne correspond pas au profil conventionnel privilégié par le système. Cependant, ce tribunal ne peut ignorer les preuves substantielles de l'amélioration significative des Eleanora sous sa garde, physiquement, émotionnellement, socialement et scolairement. Damon sentit Ellie lui serrer la main si fort que cela lui fit presque mal. Par conséquent, il est de la décision de ce tribunal d'accorder la tutelle permanente des Eleanora Santos à M. Damon Aosta, avec une recommandation favorable pour entamer une procédure d'adoption plénière si les deux parties souhaitent la poursuivre. Les mots restèrent suspendus en LR un instant. Tutelle permanente. Confirmation légale de ce que son cœur savait depuis des mois. À côté de lui, Ellie semblait confuse par la terminologie juridique. « Que est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. Damon s'agenouilla à sa hauteur, les larmes montant déjà à ses yeux. « Cela signifie que tu restes avec moi pour toujours, si tu le veux. » Le visage d'Ellie s'illumina, puis quelque chose de rare et de précieux se produisit. Un sourire qui commença petit et grandit jusqu'à envahir tout son visage, jusqu'à atteindre ses yeux, jusqu'à devenir un rire qui emplit la salle des audiences formelles. Ignorant le protocole, elle jeta ses bras autour du cou de Damon. « Pour toujours », répéta-t-elle comme une affirmation. Après avoir réglé la paperasse et échangé des félicitations, ils quittèrent le palais de justice. Mais au lieu de rentrer directement chez eux, Damon prit un virage inattendu. « Nous avons un rendez-vous important maintenant, dit-il en conduisant. »« Quel rendez-vous » demanda Ellie, curieuse. « Un que nous avons reporté en attendant la décision du juge, répondit Damon avec un sourire mystérieux. C'est une surprise. 20 minutes plus tard, ils se garèrent devant un magasin des uniformes traditionnels. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent quand elle réalisa. « C'est pour la nouvelle école ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange d'excitation et de nervosité. Pendant la période de garde provisoire, Ellie avait reçu des cours particuliers à domicile. La décision de ne pas l'inscrire immédiatement dans une école formelle avait été recommandée par les psychologues pour l'aider à s'adapter et à rattraper son retard scolaire. Oui, pour l'Institut Rainbow, confirma Damon. Tu commences lundi. L'école avait été soigneusement choisie, une petite institution avec une approche personnalisée, bien équipée pour soutenir les enfants ayant un passé traumatique. À l'intérieur du magasin, une vendeuse les accueillit, ayant déjà mis de côté les articles requis, jupe bleu marine, chemisier blanc, pull avec l'emblème de l'école, chaussettes blanches et chaussures noires. Tu peux les essayer dans la cabine des essayages, ma puce, dit-elle gentiment. Damon attendit patiemment, consultant quelques emails sur son téléphone, quand il entendit le rideau de la cabine des essayages s'ouvrir. Il leva les yeux et sentit une oppression inattendue dans sa poitrine.
Ellie se tenait là, entièrement vêtue de l'uniforme. Le bleu marine contrastait avec ses cheveux bruns maintenant plus sains et plus longs. Ses nouvelles chaussures brillaient. Le pull ajustait parfaitement sur ses petites épaules, qui étaient plus osseuses après des mois de nutrition adéquate. Mais le plus frappant était l'expression sur son visage. Elle regardait son reflet avec un mélange de surprise et d'émerveillement, comme si elle voyait quelqu'un des autres. « Comment tu le trouves » demanda Damon une fois qu'il eut retrouvé sa voix. Ellie se tourna lentement, vérifiant chaque angle. Puis elle le regarda, ses yeux reflétant une question qui allait bien au-delà de l'uniforme. « Suis-je comme les autres enfants maintenant » demanda-t-elle, sa voix révélant à quel point cette question était importante pour elle. La question frappa Damon comme un coup de poing. Comme les autres enfants. Normal. Appartenant. Tout ce qu'elle voulait après avoir été singularisée par l'abandon et la survie dans les rues. Damon s'agenouilla devant elle, ajustant doucement le col de son nouveau chemisier. « Tu es meilleur que quiconque que j'y ai jamais connu », répondit-il avec une sincérité absolue. « Et ceci n'est qu'un uniforme. Ce qui te rend spécial, c'est ici. » Il lui tapota légèrement la poitrine, là où son cœur battait. « Ton courage, ta gentillesse, ta force, c'est ça qui compte vraiment. Mais oui, tu as l'air d'une élève parfaite dans cet uniforme. » Le sourire qu'elle lui adressa en retour ressembla à un rayon de soleil après un long hiver. Ils achetèrent tous les articles nécessaires, uniformes supplémentaires, cahiers, crayons, sacs à dos. Ellie insista pour tout porter elle-même, bien qu'elle puisse à peine gérer le poids du sac. Sa fierté pour son nouveau statut était évidente. Le lendemain matin, le premier où Ellie était légalement à Damon, hors de tout doute, tous deux se réveillèrent plus tôt que des habitudes. Bien que l'école ne commencerait que dans quelques jours, Ellie demanda à porter l'uniforme pour une promenade dans le parc. « Pourrait-ce y habituer » expliqua-t-elle sérieusement. Lisa a dit que c'est bien de s'entraîner aux nouvelles choses. Damon prépara un petit déjeuner spécial, des crêpes en forme des animaux, une compétence qu'il avait récemment acquise grâce à des tutoriels de cuisine en ligne pour parents célibataires. Après le petit déjeuner, ils marchèrent main dans la main jusqu'au parc voisin. Ellie, parfaitement vêtue de son uniforme, jetait des coups d'œil vers le haut tous les quelques pas pour confirmer que Damon était toujours là. Une habitude qui était atténuée avec le temps mais qui apparaissait encore dans les moments importants. « Tu crois que je me ferai des amis » demanda-t-elle alors qu'ils traversaient la pelouse. « J'y en suis sûr » répondit Damon. « Qui ne voudrait pas être ami avec quelqu'un d'aussi formidable que toi » Ellie considéra sa réponse, sérieuse. « Mais il pose des questions sur l'incendie et la rue ?» Damon marqua une pause, s'asseyant sur un banc voisin et lui faisant signe de le rejoindre. « Tu ne partages que ce que tu veux partager, quand tu veux le partager » expliqua-t-il. « Ton histoire t'appartient, Ellie. Tu décides qui mérite de la connaître. » Elle hocha la tête, absorbant ses mots. « Mais je peux leur parler de toi, décida-t-elle. Comment tu aimes à trouver, et de Monsieur Pao ?»« Bien sûr, » sourit Damon. « C'est une partie importante de notre histoire. » Ils restèrent assis là un moment, regardant les autres enfants jouer. Damon remarqua comment Ellie les observait attentivement, analysant leurs interactions comme une anthropologue étudiant une nouvelle culture. « Tout ira bien, » elle assura-t-il en lui serrant doucement la main. « Et je serai avec toi à chaque étape du chemin. » Ellie sourit, son regard maintenant moins appréhensif. Le début d'un nouvel avenir pour eux deux. Dans les mois qui suivirent, la vie trouva un nouveau rythme. La fondation Aurora agrandit, ouvrant 2 installations supplémentaires. Les programmes des aides, modelés en partie sur les idées originales des Ellie, reçurent une reconnaissance nationale pour leur approche innovante et empathique. Ellie s'adapta étonnamment bien à l'école. Après une phase initiale de timidité, elle s'épanouit scolairement et commença à former un petit cercle d'amis. Ses professeurs commentaient souvent son empathie et sa maturité remarquables. L'adoption officielle fut finalisée 6 mois après que Damon eut obtenu la tutelle permanente. Lors d'une simple cérémonie, Eleanora Santos devint officiellement Eleanora Santos Aosta. Pour célébrer, Damon organisa une petite fête avec les personnes qui avaient joué un rôle clé dans leur parcours. Lisa, Elena, le Dr Torres, Carlos du restaurant, et quelques camarades de classe des Ellie. Le plus grand changement, cependant, se produisit dans la vie professionnelle de Damon.
Progressivement, il délégua davantage, réduisit les projets non essentiels et remodela son emploi du temps pour être présent dans la vie quotidienne des Ellie, elle aidant avec ses devoirs, assistant au spectacle de Elle et école, ou simplement passant un dimanche après-midi à faire des puzzles. Damon travaillait moins. Il vivait plus. Un mardi quelconque, en rentrant d'une réunion à la fondation, il trouva Ellie concentrée sur la table du salon, entourée de crayons de couleur. Elle était complètement absorbée par un dessin, la langue tirant légèrement en signe de concentration. « Que est-ce que tu dessines » demanda-t-il en posant sa mallette sur le canapé. « C'est une surprise. Tu ne peux pas regarder avant que j'y ai fini. » Damon respecta son souhait, occupant dans la cuisine à préparer le dîner. Quand Ellie, elle appela enfin, elle présenta fièrement sa création. Était très différent de ses premiers dessins. Les lignes étaient plus assurées, les proportions plus réalistes. Cela montrait Damon et Ellie assis sur un banc de parc, le même banc où ils avaient parlé de l'école. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune souriait. Des arbres imposants offraient une ombre partielle, et en haut de la page, en écriture des enfants soignés, un seul mot, foyer. C'est pour accrocher dans le salon, expliqua-t-elle. Pour que tous ceux qui viennent en visite puissent le voir. Damon regarda le dessin, sentant cette pression familière dans sa poitrine. Pas de la douleur, mais une plénitude qui semblait parfois trop grande pour être contenue. C'est parfait, dit-il, la voix épaisse des émotions. Nous allons le mettre dans un cadre. Cette nuit-là, après avoir lu une histoire à Ellie et elle avoir bordé, Damon s'attarda près de sa porte, la regardant. La chambre, autrefois impersonnelle, débordait maintenant de personnalité, des affiches, des livres, des dessins, une collection croissante de peluches, bien que aucune ne soit aussi précieuse que M. Pau. Plus tard, assis seul dans le salon silencieux, il regarda le dessin nouvellement encadré, foyer. Pas elle appartement de luxe ou elle adresse prestigieuse, mais le sentiment, elle appartenance, la certitude que, où qu'ils soient, ils étaient chez eux quand ils étaient ensemble. Le lendemain matin, le premier où Ellie était légalement à Damon, hors de tout doute, tous deux se réveillèrent plus tôt que des habitudes. Bien que l'école ne commencerait que dans quelques jours, Ellie demanda à porter elle uniforme pour une promenade dans le parc. Pourrait-ce y habituer, expliqua-t-elle sérieusement. Lisa a dit que c'est bien de s'entraîner aux nouvelles choses. Damon prépara un petit déjeuner spécial, des crêpes en forme des animaux, une compétence qu'il avait récemment acquise grâce à des tutoriels de cuisine en ligne pour parents célibataires. Après le petit déjeuner, ils marchèrent main dans la main jusqu'au parc voisin. Ellie, parfaitement vêtue de son uniforme, jetait des coups d'œil vers le haut tous les quelques pas pour confirmer que Damon était toujours là. Une habitude qui était atténuée avec le temps mais qui apparaissait encore dans les moments importants. « Tu crois que je me ferai des amis » demanda-t-elle alors qu'ils traversaient la pelouse. « J'y en suis sûr, répondit Damon. « Qui ne voudrait pas être ami avec quelqu'un d'aussi formidable que toi » Ellie considéra sa réponse, sérieuse. « Mais il pose des questions sur avant, sur l'incendie et la rue ?» Damon marqua une pause, s'asseyant sur un banc voisin et lui faisant signe de le rejoindre. « Tu ne partages que ce que tu veux partager, quand tu veux le partager, » expliqua-t-il. « Ton histoire t'appartient, Ellie. Tu décides qui mérite de la connaître. » Elle hocha la tête, absorbant ses mots. « Mais je peux leur parler de toi, décida-t-elle. Comment tu aimes à trouver, et de M. Pau ? Bien sûr, sourit Damon. C'est une partie importante de notre histoire. Ils restèrent assis là un moment, regardant les autres enfants jouer. Damon remarqua comment Ellie les observait attentivement, analysant leurs interactions comme une anthropologue étudiant une nouvelle culture. Tout ira bien, elle assura-t-il en lui serrant doucement la main. Et je serai avec toi à chaque étape du chemin. Ellie sourit, son regard maintenant moins appréhensif. Le début d'un nouvel avenir pour eux deux. Dans les mois qui suivirent, la vie trouva un nouveau rythme. La fondation Aurora agrandit, ouvrant 2 installations supplémentaires. Les programmes des aides, modelés en partie sur les idées originales des Ellie, reçurent une reconnaissance nationale pour leur approche innovante et empathique. Ellie adapta étonnamment bien à l'école. Après une phase initiale de timidité, elle s'épanouit scolairement et commença à former un petit cercle des amis. Ses professeurs commentaient souvent son empathie et sa maturité remarquable. L'adoption officielle fut finalisée 6 mois après que Damon eut obtenu la tutelle permanente. Lors d'une simple cérémonie,
Eleanora Santos devint officiellement Eleanora Santos Aosta. Pour célébrer, Damon organisa une petite fête avec les personnes qui avaient joué un rôle clé dans leur parcours. Lisa, Elena, le Dr Torres, Carlos du restaurant, et quelques camarades de classe des Ellie. Le plus grand changement, cependant, se produisit dans la vie professionnelle de Damon. Progressivement, il délégua davantage, réduisit les projets non essentiels et remodela son emploi du temps pour être présent dans la vie quotidienne des Ellie, elle aidant avec ses devoirs, assistant au spectacle de Elle et École, ou simplement passant un dimanche après-midi à faire des puzzles. Damon travaillait moins. Il vivait plus. Un mardi quelconque, en rentrant d'une réunion à la fondation, il trouva Ellie concentrée sur la table du salon, entourée de crayons de couleur. Elle était complètement absorbée par un dessin, la langue tirant légèrement en signe de concentration. « Que est-ce que tu dessines » demanda-t-il en posant sa mallette sur le canapé. « C'est une surprise. Tu ne peux pas regarder avant que j'y ai fini. » Damon respecta son souhait, occupant dans la cuisine à préparer le dîner. Quand Ellie, elle appela enfin, elle présenta fièrement sa création. Était très différent de ses premiers dessins. Les lignes étaient plus assurées, les proportions plus réalistes. Cela montrait Damon et Ellie assis sur un banc de parc, le même banc où ils avaient parlé de l'école. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune souriait. Des arbres imposants offraient une ombre partielle, et en haut de la page, en écriture des enfants soignés, un seul mot, foyer. C'est pour accrocher dans le salon, expliqua-t-elle. Pour que tous ceux qui viennent en visite puissent le voir. Damon regarda le dessin, sentant cette pression familière dans sa poitrine. Pas de la douleur, mais une plénitude qui semblait parfois trop grande pour être contenue. C'est parfait, dit-il, la voix épaisse des émotions. Nous allons le mettre dans un cadre. Cette nuit-là, après avoir lu une histoire à Ellie et elle avoir bordé, Damon s'attarda près de sa porte, la regardant. La chambre, autrefois impersonnelle, débordait maintenant de personnalité, des affiches, des livres, des dessins, une collection croissante de peluches, bien que aucune ne soit aussi précieuse que M. Pau. Plus tard, assis seul dans le salon silencieux, il regarda le dessin nouvellement encadré, foyer. Pas elle appartement de luxe ou elle adresse prestigieuse, mais le sentiment, elle appartenance, la certitude que, où qu'ils soient, ils étaient chez eux quand ils étaient ensemble.